J'étais pas en face du micro. Attends, ça a démarré ? Vas-y, 1, 2, 1, 2, bah là c'est bon. C'est un podcast ? Bah non, c'est un pod catastrophe. Ok. Bah c'est parti alors. De l'urgence, du système D et une bonne dose de chaos créatif. Pod catastrophe. Bon bah bienvenue dans ce podcast In Cinema We Trust. Nous allons parler de femmes et de cinéma. Oui. Parce que c'est important. Et je suis avec Laura. Laura et Ségolène. Ségolène. Et bah écoutez, Laura, on se connaît déjà depuis un moment. Ouais, depuis 2017, quelque chose comme ça. Ouais, mais Ségolène, on se connaît depuis quand ? Depuis belle lurette. Ouh là là. Depuis On pourrait même presque dire qu'on a élevé les cochons ensemble. Ouais. Comme on dit. La lu. Ouais, on se connaît depuis le collège, quoi. Ouais, le collège, la Et puis, quatrième. On a eu la même passion, le cinéma. Je pense que ton micro, il faut peut-être un petit peu... Pardon. Voilà, Ouais. pas de souci. Mais du coup, que faites-vous dans la vie ? Qui êtes-vous ? On est là toutes les trois. Quel est notre point commun ? Je commence ? Ouais, vas-y. Ça fait 5-6 ans que je travaille dans la production et la distribution de films, de longs métrages. Dans la société pour laquelle je travaille actuellement, on a distribué notamment Chien de la casse, La zone d'intérêt de Jonathan Glazer, Les Reines du drame, qui est une comédie queer hyper cool que je vous conseille si jamais vous êtes curieux et que vous aimez les années 2000, parce que ça se passe pendant les années 2000 et c'est très chouette. Ok. Cool. Voilà, un peu... Bah écoute, donc t'es dans le cinéma, quoi. Ouais, dans le cinéma, dans la distribution, dans la production. Et je sais que ça fait très longtemps que t'es dans le cinéma. Enfin, que nous deux, on a envie d'être dans le cinéma. On en parlait déjà au lycée. Ouais, dès qu'on était ados, on en parlait déjà. Et voilà, maintenant on est là. Ouais. Et tu as fait des études de ciné ? Ouais, j'ai fait 3 ans d'école de cinéma. Ouais. Et après, j'ai fait un master en production. Ok, ah ouais, tu as fait où le master en prod ? Chez Sup de Prod. Ah non, je connais pas. Et okay. j'ai fait 1 an d'alternance, du coup, pendant mon master. Ah oui. Ok. Donc c'était assez chouette pour pouvoir rentrer dans une société, quoi. Et Laura, donc ? Mais moi, je bosse essentiellement que dans la prod. Ouais, vraiment coproduction. Donc là, ça fait quelques mois que je suis dans ma nouvelle boîte. Donc je suis assistante de prod. On fait plutôt, nous, des séries, des films pour genre la télé-plateforme. Ok. Voilà. Et avant ça, j'ai déjà fait de la prod dans tout ce qui est plutôt clip, ciné. Ok. On peut dire que vous êtes des femmes dans le cinéma. Ouais. Un peu. Ouais, c'est vrai. Et puis moi, je travaille dans la musique. Donc en fait, ça se recoupe un peu avec le cinéma. Oui, mais tu fais aussi tout ce qui est... Il y a de la musique. Tu filmes et tout aussi. L'audiovisuel aussi depuis le début, hein, on va dire. Je me souviens, j'avais fait le montage, tu sais, du voyage en Espagne. En première. Oui. Et là, c'était vraiment trop drôle. Mais c'était à l'époque, ouais. Et ça commençait déjà. Ouais, de fou, le cinéma. Mais écoutez, donc on va parler de femmes et cinéma. C'est vraiment un sujet très large et qui est vraiment sous-coté, en fait. Ouais. Donc on parlera pas de toutes les femmes dans le cinéma, parce que même si on va parler qu'il y en a pas assez, il y en a quand même beaucoup. Mais on pourra pas parler de toutes. On va vraiment parler déjà des actrices en France, des réalisatrices en France, mais aussi à l'étranger. Bon, forcément aux États-Unis, parce que c'est là où il y a le plus de films. Mais donc voilà, je vous préviens, on pourra pas parler de tout le monde, mais on soutient toutes les femmes dans le cinéma, vu que c'est un podcast dédié aux femmes dans le cinéma. Mais donc, petit rappel déjà pour le cinéma, comment ça a démarré. Frères Lumière, qui ont commencé à commercialiser le fait de diffuser une image animée. Oui. Mais, ils ont fait la première séance de ciné, mais en fait, c'était aux États-Unis, il y avait déjà aussi Edison qui avait fait le kinétoscope, qui est un espèce de petit cinéma, mais que pour une seule personne. C'est-à-dire que tu peux juste le regarder toi-même. Donc, c'est réellement la France qui a commercialisé le cinéma. Les Frères Lumière, donc, qui ont projeté, qui ont commencé, vous savez, il y a le fameux L'arrivée de l'Ultra à la Ciotat, L'arroseur arrosé, etc. Et ils ont fait la toute première projection, je crois que c'était en décembre 28, 1895.
Et c'était où? Salon indien, au niveau des boulevards des Capucines. C'est pas Voilà, Café des Capucines? Alors non, j'avais regardé. Non, en fait, c'est Salon indien. Au Grand Café, c'est Boulevard des Capucines. On a fait le mixte des deux quand on avait parlé déjà. Ok. Donc ouais, mais non, sinon c'est Salon indien, du Grand Café. Ok. Voilà, exactement. Et du coup, Alors, du coup, je me tourne vers toi, Laura, parce que ça va être ton moment. non, mais parce que du coup, parce que donc moi j'ai vu qu'il y avait que 33 personnes. Hein. Je sais pas si oui, en fait c'est ça. C'est tout petit. En gros, ils ont invité des gens à venir. Et donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un peu la première séance de cinéma parce que les gens ont payé pour venir. Donc ils ont dit venez voir, on a quelque chose à vous présenter. Donc il y a des curieux qui sont venus, dont Méliès et Gaumont. Donc c'est à partir de là qu'après Méliès, il s'est dit waouh, là il y a vraiment quelque chose à faire. Il a fait tous les films qu'on connaît ensuite. Et le saviez-vous, qui c'est qu'il y avait d'autre dans cette salle ce jour-là? Mais qui? Alice Guy. Mais non. Ah ouais. Et savez-vous qui est Alice Guy? Mais qui est Alice Guy? Donc Alice Guy, c'est la première femme réalisatrice au monde, tout simplement. Incroyable. Donc, sauf que personne ne la connaît finalement, en tout cas très peu. Enfin, moi, personne d'école de cinéma, on n'a jamais vraiment parlé. Je te jure que c'est vrai que quand on en avait parlé brièvement en préparant un peu le podcast, on s'était dit que on la cite souvent. Ouais. Comme étant la première femme réalisatrice, mais on sait rien de sa vie en fait. Bah ouais, c'est ça. On sait pratiquement rien. Bah moi, je la connaissais même pas. De savoir. Je la connaissais pas du tout. Hein. Moi, c'est parce que tu avais un bouquin chez toi que j'ai vu. J'ai dit tiens, Alice Guy, cinéma et tout. Et du coup, c'est ouais. Non, du coup, moi aussi, parle-nous de Alice Guy. Qui est-elle? Alors du coup, Alice Guy. Donc au moment de la projection, elle avait 22 ans et en fait, elle bossait pour Léon Gaumont. Donc du coup, c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée à la projection avec lui. Parce qu'il lui a proposé donc de venir avec lui. Et donc pareil, quand elle sort du film, comme Méliès et comme Gaumont, ils se disent waouh, il y a quelque chose à faire. Donc à partir de là, elle va utiliser les caméras de Gaumont. Donc en plus, ça permet un peu de tester les caméras et tout pour faire ses films. Donc dès 96, elle a fait La Fée aux choux. Ok. Oui, c'est La Fée aux choux, je crois le nom exact. Ouais. Tu l'as vu? Oui, je l'ai vu. Ça parle de quoi? C'est quoi le c'est un peu pour expliquer comment les enfants naissent. C'est marrant. C'est un truc, c'est des bébés dans des choux. Ah ok, voilà. Les enfants naissent dans les choux. Okay. Ouais, voilà, je crois que c'est les garçons naissent dans les choux et les petites filles dans les roses, comme ça. Oh là là. Donc on voit une femme qui font naître les petits garçons et tout dans les choux. Et en fait, elle en a fait plein et au final, elle en a fait plus de 700. Quoi? Voilà, ouais, elle a fait plus de 700 films dans toute sa vie. Mais peut-être pas mais c'est des petits films, genre. Alors il y a eu des courts, donc forcément les premiers films c'est des courts-métrages. Après, il faut le dire, c'est une époque où il y avait beaucoup d'expérimentation. Exactement, c'est vrai. Voilà, donc c'est pour ça en fait, elle tourne en continu et en plus au début, Gaumont lui avait dit t'as le droit de tourner mais en dehors de tes horaires de travail. Donc voilà, en dehors de ça. Mais du coup, c'est trop cool qu'il lui ait laissé le. Ouais, il lui a laissé le matos et tout pour qu'elle puisse filmer tant qu'elle faisait ça, voilà, en dehors. Trop cool. Et donc elle a réalisé beaucoup de films qui étaient même à l'époque considérés comme novateurs parce que déjà c'est l'une des premières à avoir fait des films de fiction, avoir vraiment écrit des choses pour vraiment réaliser des petites histoires et tout. Elle a été tournée à l'étranger, elle a fait le tour de l'Europe et tout, enfin voilà. Parce que bon, je conseille aux gens de lire un peu ses autobiographies, ses biographies, etc. ou même des BD sur elle. Mais elle a une vie avancée un peu, assez riche parce qu'elle a vécu au Chili avec ses parents, ses frères et sœurs. Okay. Enfin, voilà. Donc, elle a eu quand même une vie bien remplie avant. Donc, c'était déjà une femme qui avait un peu vécu ailleurs et qui avait un peu soif d'aventure. Donc, du coup, voilà. Et ensuite, elle s'est mariée à 33 ans. Okay. Ce qui était considéré quand même assez tard à l'époque. Super tard, même. Hein. Et en plus de ça, avec un Britannique qui avait 9 ans de moins qu'elle. Donc, voilà, elle casse un peu les codes. Donc, avec, je ne me rappelle plus son prénom, mais c'est Blanchet, son nom de famille. C'est Herbert Blanchet. Et en fait, à partir de là, Gaumont les envoie aux États-Unis parce qu'ils se disent un Britannique, une Française, hop, ils vont aller un peu vendre mon matos aux États-Unis, donc ils acceptent. Et donc là-bas, elle va diriger les studios Gaumont. C'est aussi là-bas qu'elle va va diriger carrément. Ouais, elle dirige les studios Gaumont aux États-Unis avec donc son mari. Et là-bas, pareil, ils vont continuer à faire des films, à en vendre. C'est un peu elle qui crée un peu le système de distribution. Parce que c'est elle qui a commencé à dire, attendez, là, moi, je vais vendre tel film, de pellicule, mais tu vois, à l'époque, c'est une entrepreneuse de fou. Exactement. En fait. Et elle est tellement entrepreneuse qu'à un moment, elle décide de partir de Gaumont et elle va créer son propre studio qui va s'appeler la Solax. T'as les années de ça ou c'est genre quoi début année 1900, 1910, 20, non, ouais, comme ça. C'est parce que je sais qu'en tout cas, c'est vers 1920 que ça va pour le coup commencer à mal se passer pour elle. Mais en tout cas, mal se passer. En gros, entre 1996 et un peu après la guerre, donc 1918, là, elle va faire beaucoup de choses. Je crois qu'elle s'est mariée vers... Attends, si elle avait 22 ans en 96, donc elle s'est mariée vers 1910, tu vois, quelque chose comme ça. Okay. Donc voilà.
Et ouais. Là aussi, à cette époque, ça a démarré Hollywood, là. Ils démarraient les studios. Alors, à ce moment-là, c'était pas Hollywood encore, justement. Ah ouais? Bah alors, c'était où aux États-Unis Elle était plutôt vers New York, en tout cas. Ok, oui, non, c'est vrai, c'est New York, ouais. C'était New York au début. Et donc, justement, c'est à partir de ce moment-là que ça va partir un peu pour elle, que ça va y avoir une petite descente. Ouais. C'est quand, donc jusque-là, tout allait bien et tout. Et puis, le premier truc un peu négatif de sa vie, c'est que son mari la quitte. Pour une femme, pour une autre femme. Ouais. Et c'est là où il part à Hollywood, parce que Hollywood, ça commençait un peu on commençait à en entendre parler et tout. Donc du coup, lui, il part, elle reste à la Solax, donc à New York. Et son mari, il était aussi dans le cinéma. Ouais. En fait, ils se sont rencontrés justement sur des tournages et tout, petit à petit. Je sais plus ce qu'il faisait exactement dedans, mais en tout cas, il faisait partie de l'équipe. C'est là où elle a rencontré et il y a eu un petit feeling entre eux. Mais bref, donc du coup, à partir de là, ça commence à aller mal, parce qu'évidemment, quand il divorce, elle se rend compte qu'il avait mal géré l'argent, qu'il avait fait des petites magouilles et tout, donc elle se retrouve avec leurs 2 enfants, parce qu'ils ont eu 2 enfants. Elle se retrouve toute seule avec. Ah donc oui, elle d'accord, rentre en France. Des enfants. Ah ouais, ok. Pour essayer de se refaire de l'argent. Mais du coup, sa carrière. Du coup, carrière aux États-Unis morte. En fait, elle se retrouve avec un studio qui coûte au final trop cher, qu'elle peut pas rembourser. Les films qu'elle fait, ça ne rembourse plus. Enfin bon, bref, elle se dit, ok, je quitte ma vie à New York et je vais me refaire de l'argent en France. Sauf que, comme on dit, loin des yeux, loin du cœur, quand elle rentre en France, les gens, ça fait plus de 10 ans. Enfin, ça fait plus de 10 ans qu'elle est partie. Mais ils disent, désolé, nous, entre-temps, on a fait notre vie. Voilà, tu fais plus partie du cercle, quoi, concrètement. Donc, elle n'arrive pas à faire de films en France. Elle n'arrive pas à trouver de boulot dans le cinéma. Donc là, c'est un peu la banqueroute. Et au final, c'est sa fille qui va retrouver un job dans l'ambassade des États-Unis, donc en France. Et en fait, à partir de là, elle va vivre avec sa fille. Donc, elle fait plus de films, plus rien. Et en plus de ça, elle découvre... sa carrière cinématographique se finit quand elle quitte les États-Unis. Exactement, ça se finit là. Et surtout, quand elle rentre en France, elle découvre que, en fait, par des films, on lui a spoilé. Que La Fée aux choux, elle découvre qu'on dit que c'est quelqu'un d'autre qui l'a réalisé. Enfin voilà, tous ces autres films, tous les films qu'elle a fait en France, elle découvre que d'autres réalisateurs donc masculins ont pris un peu sa place, quoi. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, c'était pas protégé aussi, les films. Ouais, forcément. C'était le tout début. C'est ça, les films n'étaient pas signés. Les films, en fait, c'était des films de commande. C'était vendu, c'était... Voilà. C'est comme... Il y a une peintre comme ça aussi qui s'est fait voler son travail par son mari. C'est le film The Big Eyes. C'est vrai. Ouais, j'ai plus le nom de la peintre, mais le film est super bien d'ailleurs. Mais t'as plein d'histoires comme ça, tout ce qui est science. Ouais, clairement. Donc voilà. Donc voilà, on fait un gros big up à Alice Guy, et en sachant qui du coup a un succès posthume en fait. Exactement. En fait, au moment où elle s'est rendue compte de tout ça, elle s'est quand même battue pour tenter de récupérer ses films. C'est pour ça qu'elle avait écrit une autobiographie. Sa fille aussi s'est battue pour, et en fait maintenant même ses descendants se battent encore un peu, parce que même si là on dit qu'elle a fait 700 films, on pense qu'il y en a même plus, tu vois. Donc, du coup, là il y a beaucoup de fans de son travail, fans de cinéma en général, qui cherchent encore d'autres films pour savoir si c'est elle qui les a réalisés ou pas. Ouais, c'est incroyable. Parce qu'il y a eu beaucoup trop de films qui ont été pris. Ok. Donc d'où le problème autour d'Alice Guy, et le fait que moi je vois, perso en études sup, quand on m'apprend un peu qui sont les premiers réalisateurs et tout, à chaque fois, moi, son nom, il est pas cité. À chaque fois, c'est Méliès, les Frères Lumière. Et c'est un peu les deux centraux. Hein. Ouais, voilà. Mais voilà, c'est des mecs, quoi. Ah ouais, Alice Guy, en fait, elle pèse plus que Méliès ou... Avec, désolée pour ce petit bruit, j'avais oublié. C'est pas grave. C'est l'horaire du chat. C'est l'heure de manger pour le chat. Je pense qu'on l'entendra même pas, mais c'est pas grave. Waouh, ok, merci Laura. Parce que tu sais, du coup, nous, toutes les trois, on a fait des études de cinéma. Surtout toi, t'étais à la fac en plus. Ouais, j'ai fait une école de ciné et en parallèle, je faisais la fac aussi. Ouais. Ok. Et Alice Guy, ça te parle ou... Ouais, on a étudié. La fac, c'est très théorique, donc t'étudies vraiment le début du cinéma jusqu'à. Et en effet, on en avait parlé, mais c'est ce que je disais, en fait, c'est vraiment une ligne exactement sur tout alors ce que tu viens de raconter. Enfin, je savais pas du tout, quoi. Alors que Méliès, t'as genre tout un chapitre, quoi. Mais nous, tu sais que dans notre école, on n'avait pas parlé d'elle, je crois. Moi, quand on est tous les deux à l'école, on m'en a jamais parlé. Ouais. Et après, moi, j'en ai vite fait entendu parler quand j'étais à la fac. Okay. Mais genre, pareil, tu vois, un cours 5 minutes sur elle, en mode, ah oui, au fait, il y a Alice Guy. Ouais, elle a fait des petits trucs et tout. Quoi. Ah ouais, alors qu'en fait, elle pèse de fou, quoi. Ouais. Donc, gros big up à Alice Guy, qui a quitté, du coup, les États-Unis et qui s'est retrouvée... Elle s'est retrouvée en France complètement, dépouillée de son travail et tout. Ouais, totalement. Mais du coup, donc, j'enquille sur l'époque après Hollywood qui a démarré, parce que c'était, je sais plus trop, mais tu sais, ils ont découvert cette fameuse
colline où il fait tout le temps beau et tu peux faire tous les films que tu veux et machin. Donc c'est quoi, années 20, 30 Ouais, 30, en fait, je dirais que c'est l'après-guerre surtout. Après Première Guerre mondiale. Ouais. Parce que c'est le moment où la France s'affaiblit justement au niveau cinéma à cause de la guerre. C'est là où parce que aux États-Unis, ça totalement. Parce que du coup, là, on parlait de réalisatrices, mais du coup, moi, je voulais parler d'actrices. Donc des icônes d'Hollywood, Marilyn Monroe et Judy Garland. Donc surtout Marilyn Monroe, en vrai, mais ouais, du coup, qui sont femmes dans le cinéma. Et c'est vrai que les icônes d'Hollywood, surtout femmes, ont été très abîmées, en fait, à cause de cette société. Enfin, la société du cinéma qui a démarré finalement qu'avec une majorité d'hommes et qui ont été utilisés vraiment femmes-objets de films. Objet de fantasme, hyper sexualisé, la femme parfaite, souriante, qui rigole aux blagues des hommes. C'est ça. Enfin, c'était un peu ce que Marilyn Monroe projetait comme image dans ses rôles. Hein. Ah ouais, puis c'est ce qui faisait vendre et tout ça. Et d'ailleurs, tu vois, Marilyn Monroe et Judy Garland, elles sont décédées dans des conditions assez tragiques, des vies vraiment complètement quasiment bousillées, quoi. Elles étaient au top, mais à cause, je pense, de cette société patriarcale et tout, c'était vraiment femme-objet 100%, quoi. Et puis bon, en équipe technique, alors là, on n'imagine même pas, hein, je suis même pas sûre qu'il y avait des femmes, je pense pas qu'il y avait, des femmes qui faisaient du son, la lumière, c'était vraiment... c'était secrétaire. Vous imaginez, genre, une femme sur le set comme ça, avec que des mecs autour d'elle, là, qui la filment et tout. Franchement, mais bon, bref. Il y a eu quand même des films iconiques d'elle, mais oui, sûr. Et puis Marilyn Monroe, ça reste une icône. Ça reste une icône, mais bien sûr après avec notre sujet, c'est vrai qu'on va parler plutôt de l'envers du décor de tout ça. Ouais, complètement. Et ouais. Et vous, je sais pas si vous aviez des faves en actrice un peu à l'ancienne ou pas. Non, moi c'est vrai que j'ai vraiment grandi avec Marilyn Monroe en icône. Je la trouvais incroyable, belle. Et c'est vrai qu'après, quand tu creuses, il y a eu énormément de documentaires sur Marilyn Monroe. Elle était très malheureuse dans sa vie. Elle a beaucoup subi. C'est assez tragique quand tu vois l'envers du décor. Moi, ce qui me choque un peu dans les films où elle était actrice, c'est que c'est vraiment... ça reste toujours le point de vue des hommes qui la désirent, en fait. C'est jamais elle... son personnage ressort jamais elle en tant que femme. C'est vraiment les hommes autour d'elle qui sont mis en avant. Ah, puis c'est dès l'écriture des scénarios, en fait. C'est ça. Et même si j'aime beaucoup, j'ai grandi avec ces films et je les ai regardés et je les ai appréciés étant petite. Et ça reste quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est vrai que, bon... avec un regard, avec ce qui se passe, la société actuelle, on peut pas ne pas se poser la question de... c'est vrai qu'on remet pas mal d'œuvres en question, quoi. De se dire, le film comme ça, il a l'air trop cool, mais en fait, derrière, t'as eu tous les dossiers qui sont sortis, Weinstein, Polanski, tous ces trucs. Et voilà. Et puis aussi puis la libération de la parole sur ça. Et aussi. le fait aussi, tu sais, que les actrices du coup vieillissaient, et du coup on les reprenait pas parce qu'il fallait toujours quelqu'un de jeune pour justement garder l'image de la jeunesse et tout, éternelle. Ça on en parlera plus tard. Et je pense que Marilyn Monroe ou même Judy Garland, elles ont été totalement victimes de ça. Et je ne sais même pas si elles auraient pu vivre plus longtemps parce que c'était trop horrible en fait. De la pression et tout ça. Mais voilà, big up Marilyn et Judy Garland. Pour l'instant, on parle que de personnes mortes, mais vous inquiétez pas, on parlera de personnes vivantes après. On va arriver dans l'actualité. Mais c'est bien de faire une chronologie, de se dire que les femmes, elles étaient là au début, en fait. Dès le début. Donc, au tout début. Il y avait des comédiennes, les films de Vegas et tout. Du coup, moi, je voulais parler d'Agnès Varda, donc, qui est arrivée à la Nouvelle Vague, qui a fait des films plutôt engagés, en vrai. En fait, elle était engagée, mais via ses films. Elle n'a pas fait vraiment d'action. Elle a fait quelques actions concrètes, mais c'est plus ses films qui mettaient des personnages féminins très indépendants en avant. Donc moi, j'ai vu... Je sais pas si vous avez vu des films d'elle. Si, moi j'ai vu Sans toi ni loi. Ah non, moi je l'ai pas vu ça. Ah, ok. T'as vu lequel toi?
J'ai vu Visage Village. Ok, ça c'est son premier, je crois. Non, son premier, c'est La Pointe Courte. Ah pardon, excuse. Non, le film qu'elle avait fait avec JR. Ah non, oui, ça c'est un film récent. Oui. Ouais, récent. Et je sais plus, j'en ai vu quelques-uns, mais j'avoue que du coup, ça fait un petit moment. Du coup, j'ai vu Santoine-Illois qui a eu un Lion d'Or à Venise. Ok. Et donc pareil, en fait, elle était dans la nouvelle vague dans les années 60 et tout. Et donc déjà trop bien, une réalisatrice française parmi les, les Truffaut et tout ça, nouvelle vague. Et du coup, donc dans ces films, donc moi j'ai vu Santoine-Illois, donc je vais parler de ce film. Par exemple, elle met en avant les problématiques de femmes, donc la prostitution. Le rejet, parce qu'elle avait pas, dans le film de Santoine-Illois, c'est vraiment une femme qui fait du stop et elle est complètement perdue, voilà. C'est une sans-abri. Ouais, une sans-abri, etc. Et donc en fait, il y a pas que dans ce film-là qu'elle met vraiment des personnages féminins indépendants et qu'elle montre vous savez, c'est un peu aussi entre le documentaire, la réalité et la fiction. Et ça, je trouve que c'est sa force parce que du coup, ça enlève les scénarios déjà tout faits où on disait Marilyn Monroe, elle incarne la femme parfaite et tout, bref. Et du coup, je trouve que c'était trop important que elle fasse des films comme ça et que du coup, je pense qu'il y a qu'une femme réalisatrice qui peut faire ça parce que elle met en avant ce que peut-être elle a vécu, tu vois. Donc elle met sa vision et de toute façon ça se voit tout de suite, peut-être un peu moins aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup plus de femmes réalisatrices, mais je trouve que y a les films qui sont réalisés par des femmes, ça se voit en fait, ça se voit tout de suite quand tu vois même les personnages, le scénario ou même je sais pas, tu vois les plans. Peut-être pas tous, mais ça sent dans la mise en scène. Ouais, mise en scène, c'est ça. Dans la manière de regarder ces personnages. Complètement. Mais du coup, donc Agnès Varda, ce qu'elle a fait, peut-être un petit peu plus concret, elle a signé un manifeste qui s'appelle les 343, qui sont en fait, c'est pour avoir déclaré avoir avorté alors que c'était illégal, juste avant que la loi Veil passe. Donc c'était en 71. Donc elle a été signataire de ça. Et elle a fait des courts-métrages et tout aussi, surtout ça. Et il y a une expo à Paris d'elle en ce moment. Ah bon. Bon, je sais pas quand ça va sortir, mais il y a une rétrospective qui a pas encore commencé. Je crois, je sais pas si. Non, je sais pas. Je sais même pas. Écoutez, j'avais vu des pubs, je crois si ça a commencé. Ok. Donc, génial, on va regarder. Ouais, je vous conseille. Non, surtout je voulais dire aussi par rapport à ça, le fait qu'elle ait fait des films sur des femmes. Le film qui l'a rendu connu un peu en France, c'est Claude 5 à 7 et tu suis une femme en fait pendant 2 heures. Donc personnage féminin, tu vois, principal, c'est elle, c'est sa vie, tu vois, il y a pas, c'est pas l'histoire sur des hommes ou quoi qui la désire, c'est vraiment elle, c'est un choix qu'elle va faire et tout. Donc, non mais Agnès Varda, tous les autres, avant-gardiste de fou, même dans les années 60 où vous voyez, elle a signé un truc pour l'avortement, c'était même pas encore voté. Et elle a fait un court-métrage là-dessus. Non, pas un court-métrage, elle a fait un long-métrage, je crois, qui s'appelle L'une chante, l'autre pas. Je crois que ça parle d'une femme qui est justement chanteuse, je crois, qui a pas d'enfant, et une autre qui a 2 enfants, et je crois qu'elle met en parallèle ces 2 destins qui sont opposés. Et je crois qu'il y a une histoire d'avortement là-dedans et tout. Ouais, non mais en tout cas, elle est très très forte. Je crois. Ah, puis voilà, faut des femmes comme ça qui montrent d'autres formes d'images de femmes, tu vois. Ouais, c'était, tu vois, dans les années 60, une première qui parle du désir de maternité, qui parle de qu'est-ce que les femmes veulent. Mais je pense qu'elle a pris des risques. Ouais. Elle a pris grave. Et puis en fait, elle était photographe aussi au début. C'est ça. Et donc, du coup, on en a parlé un petit peu avant, mais tu me dis, non, c'est moi qui ai fait une conclusion. Je me suis dit, c'est peut-être qu'on l'a prise plus au sérieux dans le cinéma parce qu'elle est déjà photographe avant. Genre photographe un peu reconnue, tu vois. Je me pose la question, parce que j'avais lu une biographie d'elle où tu as l'impression qu'elle a pas galéré pour être réalisatrice dans le sens où elle était sur la photo. Et c'est comme ça, de projet en projet, que petit à petit, pouf, tu vois, elle a fait un film. Même elle dit, je n'ai jamais rêvé cinéma, tu vois. Elle disait, moi j'étais photographe, et puis d'un coup, une opportunité a fait que j'ai filmé ça, et puis ensuite et puis un peu j'ai comme pu faire un premier film, puis un deuxième. Comme Jessica, mais on en parlera après. Mais ouais, donc je pense que ça l'a aidé en tout cas à se lancer dans ce milieu sans que... La confiance. Prise de confiance peut-être.
Ouais, ça, et puis du coup les gens vont peut-être moins juger, je sais pas. Ouais, moi je pense que c'est ça, hein. Peut-être juste se dire ah tiens, c'est peut-être juste une fille qui veut faire des films, mais tu vois, elle faisait déjà de la photo. Il y a un lien avec l'image, peut-être que ça a c'est pu ça. conforter. Et puis déjà même femme photographe déjà à cette époque aussi, déjà c'était assez banger en vrai. Ouais. Donc c'est trop cool. Oui déjà C'est pas mais tu vois, c'est chiant parce que nous tout ce qu'on connaît c'est Douaneau, c'est tout ça qui ressortent, c'est pas Agnès Varda en premier, mais alors qu'elle a fait un travail de dingue. Et du coup est-ce qu'on peut parler de cinéma de genre? C'est toi qui m'en avais parlé, qui a dit que le cinéma de genre a amené plus de femmes, non? Je sais plus exactement. Non, mais c'est vrai que le cinéma de genre a Est-ce que tu peux définir vite fait? Le cinéma de genre, c'est des films. Il peut y avoir plusieurs catégories en fait de cinéma de genre. Il y a les films d'horreur, la science-fiction. C'est tout ce qui n'est pas genre grand public ou gros blockbuster ou des trucs comme ça. C'est compliqué de poser des mots sur le. Non, mais c'est juste pour moi-même en fait parce que. J'emploie pas trop ce terme. Mais bon, de toute façon, on va parler de films qui sont dans la catégorie films de genre. Et je pense que ça illustrera. Ok, voilà. Donc, pas de définition. Illustreront d'eux-mêmes. Voilà. Pas de définition. Les propos vont parler d'eux-mêmes. Donc voilà. Donc vas-y, je te laisse. Non, mais en fait, ce qui est intéressant avec le cinéma de genre, c'est qu'on a vraiment une nouvelle vague de cinéastes qui arrive depuis, on va dire, une dizaine d'années, voire vingtaine d'années, où les femmes utilisent vraiment les codes du genre, donc le body horror, l'horreur, le thriller, pour pouvoir parler des dictates imposés par la société. Et ça, on va en parler autour de 2 réalisatrices, principalement. On commence peut-être par Coralie Farja, je sais pas. Alors Coralie Farja, moi j'ai une grosse partie du coup sur son dernier film, mais moi je connais moins du coup la deuxième. Julia Ducournau, tu peux commencer par elle, je pense. Alors Julia Ducournau, elle s'est fait connaître avec un long métrage qui s'appelle Grave. Ah bah c'est celui-là que j'ai vu du coup. Et ce qui est intéressant dans Grave, donc on suit une adolescente qui va faire des études de médecine, vétérinaire, ouais. Et en fait, au fil de ses études, elle se rend compte qu'elle a une appétence pour le sang. Et en fait, ce qui est intéressant dans Grave, c'est que on a vraiment l'éveil du désir de ce personnage féminin qui est montré via le cannibalisme. Ok. Et du coup, je sais pas si vous voulez. Moi, je l'ai vu film, donc. Oui, moi aussi. Okay. J'ai vu ces films. Ok. Mais du coup, ce qui est pas mal, c'est que par exemple, on a des scènes assez crues. Il y a un moment où le personnage principal se fait par exemple épiler le maillot. Elle hurle et se mord violemment la peau. Et là, on a affaire à une métaphore assez brutale de la douleur qui est imposée aux femmes. Ah ouais, ok. Et en fait, il y a plein de trucs comme ça dans Grave et dans le cinéma de Julia Ducournau. Alors, j'ai pas vu. Là, son dernier était à Cannes, par exemple. Ouais. C'était quoi déjà? C'était Alpha. C'est ça, ouais, exactement. Ouais. Qui traite du sida, je crois. Ouais, oui. Je crois que c'est un faux. Enfin, ça traite pas directement du sida, mais ça, c'est genre années 80, on découvre un microbe en gros. Ah, d'accord, c'est pas directement le sida, je crois, mais c'est totalement pour dénoncer. Ok, oui, parce que j'avais vu des parallèles par rapport au film vis-à-vis du sida. Mais voilà, pour Julia Ducournau, c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'elle utilise vraiment les codes du genre, du cinéma d'horreur, pour parler de justement cet éveil adolescent, la manière dont on évolue en tant qu'adolescente aussi, les questions qu'on se pose, la sexualité, et tout ça c'est traité dans Grave, donc je trouvais que moi Grave, je me souviens ce film, je sais plus comment je suis tombée dessus,
mais je crois que j'avais bien aimé l'affiche ou je sais pas quoi, on me l'avait recommandé et je m'attendais pas du tout à ça. C'est vrai. Je croyais que c'était pas du tout un truc un peu c'est un peu quoi, pas science-fiction mais c'est cinéma de genre. Ouais, c'est gore, c'est oui voilà, c'est gore. horreur, et moi je m'attendais à un truc un film réaliste, tu vois. Ouais. Et du coup, j'ai été vraiment bluffée de me dire mais c'est trop génial comment c'est amené parce que le début, il a l'air donc c'est des gens en école de vétérinaire et tout. Bon, la réelle, c'est vrai que tu te dis c'est un peu bizarre, il va se passer quelque chose de bizarre, tu vois. Et du coup, il y a du sang dès le début, je crois qu'ils égorgent un cheval ou je sais pas quoi là. Donc et puis j'ai adoré quoi. J'ai vraiment adoré et justement de mettre une femme dans ce côté de c'est un monstre, c'est vraiment juste bien quoi. Ouais. Donc c'est très cool. Ouais. Mais je pense que c'est vers ces années-là. Alors je crois que le film il est sorti je sais pas si je l'ai noté, non je l'ai pas noté, mais je crois qu'il est sorti vers 2016, 2015, quelque chose comme ça. Et ça a amené quand même quelque chose. Je pense que ça a vraiment participé à cet élan de femme réalisatrice dans le genre. Surtout que ça lui a fait un gros coup de pub parce que le film il a bien marché. Oui. Enfin un festival et tout machin. Donc c'est trop cool. Et tu voulais du coup parler d'un autre film d'elle ou peut-être qu'on rebondit direct sur Coralie. Coralie, c'est un peu dans le même. Coralie, là on va parler de ma chouchou parce que j'ai vu son film The Substance donc quand il est sorti là, sorti quand d'ailleurs? En février 2025. En février non? Je crois. 2024. Ouh là là, 2024. Oui. Je sais pas, vu que moi je l'ai vu après coup, du coup. Bon, il y a 6 mois quoi. Fin 2024, 2025. Voilà. Ouais, c'est ça. Que j'ai vu et en fait donc c'est un ami donc qui est dans un autre podcast d'ailleurs qui s'appelle Rémi qui m'a initié à ce film parce que lui il va tous les jours au cinéma, c'est un fou, il regarde tout. Et il nous a dit ouais vraiment ce film ça change complètement de ce qu'on a l'habitude de voir, incroyable, Demi Moore elle est incroyable et tout. Et du coup de toute façon on était en lien donc on avait eu le truc et donc dès que je suis allée le voir on l'a vu ensemble et là pareil j'étais vraiment très très bluffée qui du coup je pense illustre bien le terme cinéma de genre parce que ça rentre dans 0 case un peu genre c'est marqué thriller, horreur mais on sait pas trop parce que elle traite de sujets aussi actuels. Donc voilà. C'est vrai que cinéma de genre, c'est un peu une case pour tout, j'ai l'impression. C'est ce que j'allais dire, ouais. Mais tu mets dedans un peu tous les films que t'as du mal à. Ouais, mais c'est pour les films qui n'arrivent pas. Pour moi, c'est un peu hors comédie. Enfin, même pas parce que en fait. Non, il peut y avoir de la comédie. The Substance, il y a beaucoup d'humour dans le film. Moi, j'adore le film. C'est de l'ironie un peu, Ouais. Mais du coup, parlons de The Substance, que du coup tout le monde a vu. C'est bon, j'ai rempli ma mission. Donc vas-y, pour aujourd'hui. Parce que moi, ça fait un moment que je l'ai vu, toi peut-être aussi. Du coup, Laura, vas-y, dis-nous, vu que tu l'as vu hier. La pression. Non, mais alors j'ai adoré et je trouve qu'effectivement ça change, c'était frais. Franchement, quand je regardais, j'étais là, waouh, c'est la façon dont elle filme les plans. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça. Moi aussi, c'est ça. Le montage, les musiques et tout. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Moi j'adore les 2 actrices principales donc Demi Moore donc et puis Margaret Qualley j'aime trop non franchement et puis je trouve que la façon dont elle parle de ce problème de justement du vieillissement des femmes, actrices des actrices et tout j'ai adoré comment elle commence à parler du problème en mode là elle a un problème avec son corps qui au final amène autre chose, au final c'est un autre problème, ça va au-delà c'est crescendo c'est crescendo et tout là, le final, moi j'ai souvent du mal avec la fin des films. Là, je trouve que le final était parfait. Vraiment, moi, c'est toutes les références qu'elle a faites, vraiment. Il y a beaucoup de références dans le film. David Lynch, Elephant Man, il y avait Shining, Kubrick, Carrie, Kubrick. Les décors, tout. La salle de bain, la salle de bain. Tout est magnifique, vraiment. En fait, si tu veux, tout est travaillé au millimètre près. En fait, tu vois. Et puis ça se voit parce qu'elle sort pas des films tous les ans, tu vois. Elle a fait Revenge aussi en 2017. Et que j'ai pas vu et que je devais voir. J'ai oublié, j'ai pas le temps, bref. Et du coup, donc je voulais parler donc de The Substance, donc en fait qui est un film réalisé par donc une Française, mais qui n'a pas été financé en France, qui a été financé aux États-Unis. Parce que quand on voit le film, c'est vrai qu'il y a besoin de moyens, il y a énormément de décors. Les VFX, c'est pas des CGI, c'est pas de la post-prod. Elle a vraiment fait du maquillage, du vrai maquillage, même les plans qu'on a l'impression que c'est l'ordinateur, c'est des vrais trucs. Par exemple, le plan de la douche, c'est une vraie douche qui fait genre 4 mètres de haut. Ouais. Ah, je me suis posé la question. C'est tout vrai.
Okay. Et je pense qu'elle disait justement, elle voulait prendre le temps de faire vraiment ce qu'elle voulait, et ça a payé parce que le film est magnifique. Il a été donc nominé au César en France, mais que en film étranger, parce que justement il n'était pas financé. Moi j'étais étonnée, je dis mais pourquoi elle n'est pas nominée dans toutes les catégories. Mais parce qu'il était financé, justement. Elle avait averti sur ça, parce qu'elle avait toute sa commune, on va dire, qui avait dit mais pourquoi c'est pas nominé et tout, parce que c'était pas financé. Parce que le CNC n'a pas participé, je crois. J'ai pas regardé hier les cartons au début, mais normalement en fait il faut savoir que le CNC, pour être considéré comme film français, tu dois quand même remplir des critères. Tu dois engager déjà tu dois avoir des fonds de soutien, enfin la boîte de prod doit avoir des fonds en France. Tu dois engager réal, les acteurs françaises, acteurs français. Enfin, tu remplis comme ça toute une petite liste. À la fin, ça te fait genre sur 100 points. Et je crois que n'importe quoi, il faut avoir 90 sur 100, tu vois. Mais du coup, juste petite parenthèse pour les gens qui n'ont pas vu The Substance, ça parle juste d'une actrice qui n'arrive plus à faire de contrat parce qu'on lui dit qu'elle est trop vieille. Ouais, parce qu'elle vient de faire ses 50 ans. Ouais, voilà. Et du coup, on lui propose une substance pour devenir plus jeune, pour avoir une version d'elle plus jeune, mais bref, tout va se... Ça va être le bordel, voilà. et c'est génial. Mais tu sais que elle s'est censée filmer à Hollywood, mais elle a filmé à Antibes. En France. Elle a filmé en France, elle a filmé à Cannes. Elle a filmé à Cannes et tout, donc les palmiers que tu vois, c'est ceux en France en fait. Et ça, j'adore en fait, de se dire, mais c'est trop bien parce que du coup, elle a quand même gardé ce truc français en fait, un peu. Et son équipe et tout, il y avait une partie de son équipe technique qui était française aussi. Oui, parce que j'ai vu le générique de fin hier, j'étais là, ah bah oui, d'accord, elle a eu ça. Lui. Et je trouve, et du coup, ça lui a donné. Et puis alors, après, parlons des Oscars. Il a été nominé dans meilleur scénario, meilleur maquillage, meilleur je sais plus, mais je crois qu'il y avait au moins 3 catégories. Donc déjà, une femme, je crois qu'elle était la 3e ou 4e femme réalisatrice nominée aux Oscars, je crois. Je sais plus, mais un pourcentage tellement faible. Et donc déjà, c'est un gros, un coup de pied dans la fourmilière, on va dire. Puis en tant que française. Et en tant que française, donc fierté. Et puis encore un projet plus, comme ça, c'est quand même parce que c'est assez ambitieux quand même comme projet, et c'est unique. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas le genre de projet qui coche les cases des récompenses. L'horreur est tout le temps boudée des festivals en fait. Et donc, en Oscar, elle a gagné meilleur maquillage, meilleur VFX, qui sont 2 Français. Oui, parce que quand je les ai vus, je me suis dit, ils sont connus en France. Ouais, donc franchement, j'étais tellement contente qu'il y a au moins eu une distinction, donc vraiment très très cool. Et tous les plans qu'elle fait, vous savez, les plans fisheye un peu comme ça, qui dérangent en fait. Ah ouais, mais c'est ça qu'elle voulait. C'est là où je me suis dit, heureusement juste que je l'ai vu chez moi et pas au ciné. Mais les plans sont tellement dérangeants qu'il y a des moments où j'étais sur mon téléphone. Je peux pas regarder. Ouais, c'est vrai que c'est ça qu'elle veut faire. Elle a raison. Moi, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est un cinéma hyper frontal. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça confronte vachement le spectateur et ça va jusqu'au bout, quoi. Enfin, elle va vraiment jusqu'au bout de ses idées et jusqu'au bout du délire, alors que il y en a plein qui se seraient arrêtés avant, et là, pour le coup, elle étire le truc jusqu'à rendre ça presque grotesque, mais mais ça marche. Mais ça marche, quoi. Ouais, mais je trouve que du coup, ça illustre encore plus le propos. Enfin, elle va au bout du propos et ça marche. Et le message qu'elle voulait transmettre, il est transmis. C'est vraiment... Et vous savez que du coup, ce qu'elle dénonce, c'est vraiment passé aux Oscars. C'est l'actrice de Anora qui... Parce que Demi Moore était nominée. Oui, je voulais te passer Demi là. Moore était nominée en meilleure actrice ou second rôle. Non, je sais plus. Premier rôle, du coup. Premier rôle, aux Oscars. Et c'est, donc je sais plus son nom, mais l'actrice d'Anora, donc qui a, je sais pas, peut-être 25, 30, je dirais, 30, qui a gagné l'Oscar. Et donc là, Substance, ça a été dans la réalité, quoi. Et The Substance, c'est pas un film d'horreur, c'est la réalité, vraiment. C'est un documentaire. Ouais, exactement. Mais donc gros bravo à tous, toute l'équipe, Coralie, les maquillages. Quand elle est, quand elle devient complètement une vieillarde et tout, c'est des vrais trucs, quoi. Donc puis les plans dans la salle de bain, cette salle de bain, elle est incroyable. Donc voilà. Et dès le début, moi ça m'a dérangé, ce truc de dos là qui se découpe, ça, waouh, c'est très bien fait. Et c'est important de montrer les corps aussi, parce que Demi Moore qui a 50 ans, qui se montre comme ça, totalement nue. Et le fait d'avoir accepté ce projet aussi, je pense qu'elles étaient comme engagée, ça, quoi. Elles étaient comme ça avec Coralie, elle était à fond dedans et elle a bien fait de le faire. Je pense que c'était important qu'elle le fasse. En plus, on la voyait plus trop au cinéma. Justement, c'était un peu à cause de tout ça, tu vois. Retour, je pense que c'était
Je pense que la dernière fois qu'on a entendu parler métaphore. d'elle, c'est parce qu'elle sortait avec Ashton Kutcher, qui, je sais plus comment on le prononce, Ouais, mais, Ashton Kutcher, ouais. qui était beaucoup plus jeune qu'elle, et genre du coup c'était un mode la cougar et tout, enfin encore un problème, tu vois. Mais ouais, et depuis il y avait plus grand chose quand ils s'étaient séparés. Elle était un peu pas tombée dans l'oubli, mais elle a fait beaucoup moins de films, ouais. Ouais. Ouais, bah oui, justement, c'est la vrai, jeunesse et tout, c'est vrai, on l'entendait plus. Puis là, gros coup de Ouais, j'espère projecteur que ça, sur elle, j'espère que ça a trop bien bien. relancé. Et je crois que le film de Coralie a vraiment peut-être fait bouger des lignes ou j'en sais rien. Ouais. Parce que, enfin, moi, en tout cas sur moi, ça a eu un impact. Vraiment, genre, je me suis dit, mais ça veut dire il y a des femmes, elles peuvent réaliser des films comme ça. Ouais. Genre des films gore, des films dark, des films Ouais, parce vraiment que même poussés, en quoi. termes de production, c'est quand même assez gros. Enfin, c'est hyper chouette de voir ça. Moi, j'étais hyper contente de voir que The Substance était à Cannes, qu'il a réussi à faire du bruit. Ah, mais j'ai oublié Cannes, bien sûr. Parce que Palme du meilleur scénario. Ouais. Et t'y étais? Ouais, j'avais fait la projo officielle. Mais non. Ouais, trop bien. C'était assez incroyable d'avoir les réactions en live. On découvrait tous le film. Ouais. Mais attends, du coup, il y avait Coralie dans la salle. Il y avait Coralie Farja, il y avait les actrices, Margaret Qualley, Demi Moore. Ouais. Et t'as pas fait un petit très belle équipe. T'as pas mis de vidéo? T'as pas J'ai des petites vidéos, je vous montrerai en off. Et t'as pas claqué la bise à Coralie? Non. non, mais j'ai applaudi à la fin de la séance pour elle. Mais c'est génial. C'est génial. Non, franchement, c'était hyper cool. En plus, moi, Coralie Farja, je la suis depuis son premier film, Revenge, qui est vraiment, qui était vraiment déjà assez audacieux. C'est un film français pour le coup. Ok. Ouais, j'ai vu la prod, ouais. Mais qui parle en gros d'une jeune femme qui s'appelle Jen et qui va passer le week-end avec son amant. Et en fait, pendant ce week-end, tout va pas se passer comme prévu et elle va se retrouver, elle va se faire violer pendant le week-end par un homme. Et c'est un peu toute la vengeance qu'elle va mettre en place pour pouvoir reprendre possession de son corps. Et c'était déjà un peu engagé, quoi. C'est hyper engagé et c'est vraiment un hommage à la série B aussi. Assez incroyable. Enfin, franchement, moi je trouve que pour un premier film, tu vois déjà sa patte. Dans The Substance, tu reconnais des choses que tu as déjà remarquées dans Revenge. Elle fait beaucoup de gros plans. J'adore ça. Et ce qui est bien dans ce film, c'est qu'il y a vraiment deux parties. Il y a la première partie où Jen, la jeune femme du coup, le personnage principal est hyper sexualisé. Donc elle a son petit short, elle a sa sucette, elle se balade comme ça dans l'appart. Et en fait, t'as à partir du viol où là tu vois une scène de viol entre un mec et cette jeune femme. Et en fait, il y a le pote du mec qui rentre dans la salle. Qui voit la scène, qui mange ses guimauves en chocolat. Donc il y a un énorme plan de lui en train de mâcher ses guimauves en chocolat face à cette scène qui est quand même assez dégueulasse. Et génial. Enfin génial. Et non, franchement, c'est hyper. Ça montre vraiment. C'est ambitieux, quoi. Ouais. Et puis il y a des vraies idées, je trouve, dans la manière dont elle construit chaque scène. Ah, mais chaque plan est une comment dire, est une métaphore de tout, quoi. Enfin, c'est magnifique. Tu as envie de le regarder parce qu'en plus, il y a un gros Franchement, problème je vous le dans conseille. le cinéma. Enfin, c'est un peu dénoncé ça sur le côté. Les scènes de viol souvent sont au final mal filmées pour les femmes. Mais alors ça, tu vois. À voir. Bah en plus de mémoire. Alors je l'ai vu il y a un moment le film, mais de mémoire, on la voit pas. On la voit plutôt hors champ. Tu vois, c'est pas quelque chose qui est très montré. On la voit un petit peu, mais c'est pas le moment clé. En fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vois aussi d'un point de vue d'un homme qui découvre la scène, sa réaction, et lui en fait décide de fuir et de fermer les yeux. C'est ça qui est bien. Et c'est ça je pense que c'est ça parce que c'est ça qui est révélateur de tout le problème aussi. C'est tout le monde, c'est la société même, enfin l'univers du cinéma qui ferme les yeux. Enfin c'est ça. Après il y a le MeToo, le truc, enfin tout. C'est juste avant MeToo en plus, elle était pas mal niveau timing. Bah ouais, 2017. Et non, c'est clair. Mais et du coup, moi, je voulais parler d'un autre film, du coup, qui était donc un film français qui était au César. Il y a un moment, je sais plus la date. Le portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma.
qui pareil pour moi est j'aime bien cette expression, mais qui a un gros coup de pied dans la fourmilière, parce que déjà un film queer, une histoire d'amour de femmes. Et d'ailleurs, la réalisatrice disait il n'y avait pas de film d'histoire d'amour de femmes d'époque. Donc ça se passe au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, je sais plus. Mais bref, il y a un moment, l'époque du film, c'est bon bref, on va dire XVIIe siècle, XVIIIe siècle. Comme ça. Et ce film, vous l'avez vu toutes les deux du coup. Ouais. Ce film vraiment m'a aussi porté un autre regard sur le cinéma, sur plein de choses. Et donc il a gagné des Césars, je sais plus lesquels, mais des prix donc amplement mérités. Les actrices, pareil, Adèle Haenel et Noémie Merlan, incroyables. Ouais. Et Adèle Haenel, très engagée aussi. Et donc oui, non, je voulais dire ce film. Donc déjà ce film queer qui donne une image, parce que après c'est un autre sujet encore, mais les films queer, il y en avait pas assez aussi. Bah, il y en a toujours pas assez. Les films de lesbiennes, il y en a pas assez. Et ce film-là, il a vraiment été une comment dire, je sais pas comment on dit, une vitrine sur le monde, parce que il est connu mondialement. Vraiment, il y a eu, je sais pas, parce qu'il était sur Netflix. Donc il a été ouvert à tout le monde, et je crois qu'il y a vraiment il a vraiment une renommée internationale. Voilà, il y a vraiment des filles qui se sont révélées, qui se sont vraiment pu s'identifier grâce à ce film. Et c'est là où on se dit mais le film est politique. Enfin, le cinéma est politique en fait, tu vois. Oui. Et je trouve ça génial. Et j'avais pas vu d'autres films de Céline Sciamma. Je sais pas si toi t'en avais vu d'autres, mais du coup, ce film m'a vraiment marqué. Il m'a vraiment marqué, et puis il est très beau, très bien filmé. Je sais pas si vous vouliez. Ce qui est intéressant, c'est le rapport hyper intime dans le film, quoi. Que j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré les scènes intimes entre elles. Et puis l'histoire, elle est horrible, l'histoire, en fait. Oui. Alors, par l'époque, tu savais que c'est de façon que ça allait être joyeux. En fait, tu vois, il y a un débat entre justement les films queer, donc les films où c'est lesbienne, ou même, tu sais, Call Me By Your Name. Oui. Et ben en fait, beaucoup d'histoires, donc dans ces scénarios-là, et aussi dans la vraie vie, donc ces histoires d'amour sont vouées à l'échec. Oui. Et en fait, il y a qu'un seul film queer qui finit bien, c'est Carole. Je sais pas si vous l'avez vu. Non. Avec Cate Blanchett. Je l'ai jamais vu. Qui est vraiment incroyable, magnifique, qui est le seul film qui finit bien. Donc je vous spoil, mais voilà. Il finit bien, et c'est important, je trouve, d'avoir enfin une histoire d'amour homosexuel qui finit bien, parce que après voilà. Mais donc dans la vraie vie, on part sur un autre sujet là, mais bon voilà. Mais Ouais. là du coup, Portrait de la jeune fille en feu, qui est très important à noter, je pense, dans Femmes et Cinéma, parce que réalisatrice femme, deux femmes, d'ailleurs il y a que des femmes dans le film, je crois. Il y a pas trop d'hommes présents. Non, c'est vrai, je crois, dans le film. C'est vrai. Donc parce qu'il y a parce qu'il y a la mère. Il y a la mère, oui. Il y a du coup les deux. Et c'est tout, je crois. Ouais. Ah ouais, non, mais vous voyez, c'est fou, quoi. Donc, Ouais. j'ai adoré ce film. Non, et puis c'est un film ambitieux. Enfin, moi, franchement, de fou. Génial. Et donc, je sais plus là dans mes notes s'il y a quelqu'un qui doit dire quelque chose, mais je voulais enquiller sur du coup les actrices françaises qui sont notables, en fait, qui ont un engagement. Corinne Maziero, qui je sais pas si du coup vous voyez qui c'est. Elle a joué dans un film, donc elle a fait beaucoup de séries aussi à la télé, genre Captain Marlowe, je sais pas si tu vois. Bah c'est elle, du coup. Et donc j'ai fait des petites recherches sur Corinne, parce que déjà je savais qu'elle était très engagée, tout ça. Elle a eu un passif très compliqué. L'inceste, la prostitution, elle a fait de la rue, donc c'était très compliqué. Et mais elle a découvert le théâtre vers ses 28 ans, je crois, et ça l'a sauvée, en fait. Et maintenant, je trouve qu'elle l'utilise, donc c'est bien, parce qu'elle utilise ça pour déjà faire des rôles de femmes qui rencontrent ces difficultés. Je sais plus, il y avait un film comme ça qu'elle avait fait, que j'avais adoré, mais je sais plus le nom. Mais du coup, elle a je sais plus ce que je voulais dire. Non, et en fait, elle a eu ce passé vraiment très sombre, et elle a une nomination au César, je sais plus en quelle année. Bon, elle a pas gagné, mais elle a une nomination.
et c'est une ascension vraiment incroyable. Elle a toujours gardé, je trouve, la face, tu vois. Puis elle a eu toujours des rôles, elle tourne toujours. Et elle a, en fait, en 2020, donc j'ai lu, elle a créé un groupe de punk rock de femmes qui s'appelle Les Vaginites. Et qui est hyper engagé, qui est vraiment genre on dénonce tout, et c'est génial. Et je sais plus si vous vous rappelez, mais elle s'est déshabillée de nu au César. Oui. Mais oui, c'est vrai. J'avais oublié cette scène. Et avec du faux sang, je sais pas quoi. C'était ça. Mais bon, là, du coup, c'était pour revendiquer plutôt le. C'est très radical, comme. Ouais, c'était plutôt pour revendiquer l'État français qui faisait rien pour la culture pendant le Covid. Mais tu vois, déjà, cette femme, elle fait des trucs genre trop osés, trop bien, quoi. Enfin, c'est ouf, quoi. Puis on parlait encore de corps de femme, tu sais, au bout d'un certain âge et tout. Et elle s'en fout, elle se montre, elle s'en fout, tu vois, elle se montre. Et d'ailleurs, elle s'est présentée sur une liste électorale à Roubaix. Ah ouais, elle s'est présentée, donc elle voulait vraiment faire de la politique et tout, donc je trouvais ça trop bien. Et du coup, en tant qu'actrice, elle peut mettre en avant toutes ces problématiques. Donc voilà. Et je crois que toi, tu voulais parler d'une autre actrice qui s'appelle Sigourney Weaver, ouais. Weaver. Ouais, parce qu'en fait, quand on a parlé du thème tout ensemble, moi, c'était un peu la première figure avec le film Alien, son rôle dans Alien, où je me suis dit, c'est la première fois quand j'étais petite, que j'ai vu une femme forte comme ça. Et je trouvais intéressant de la citer. Parce que c'est vrai que les femmes au cinéma, elles sont rarement les survivantes et encore moins les leaders. Et dans Alien, donc elle joue le rôle de Ellen Ripley. Et pour le coup, c'est vraiment elle qui dirige tout le film, enfin qui est vraiment au centre du film, au cœur du film. Bah ouais. Et c'est elle qui prend les bonnes décisions. Elle est réfléchie, elle est intelligente, elle est jamais sexualisée. Donc voilà, je sais pas si vous voulez rebondir un peu mais parce que tu nous avais dit que c'était un rôle qui était à la base oui, pour un homme. Ouais, parce qu'en fait, en faisant un peu des recherches, j'ai vu que Ridley Scott, le réalisateur d'Alien, avait en fait écrit le scénario à la base en mettant he et him en pronom. Okay. Donc écrit plutôt pour un homme. Et en fait, c'est les producteurs après qui ont switché et ils ont choisi Sigourney pour jouer le rôle. Mais je pense que ça a été quand même ça, qui fait que du coup ça marche. Ça a joué sur son personnage. Son personnage, parce que s'il avait écrit en tant que femme, je pense pas que ça aurait donné ça. Ouais. Mais c'est bien comme quoi le hasard a donné ça. Et puis c'est un film ancien, mais du coup c'était nouveau quoi de voir ça. Ouais. Donc c'est bien fin des années 70 de voir une femme comme ça. Warrior. La survivante, qui s'est pas fait bouffer. Exactement. Mais qui réussit à résister pendant plusieurs volets. Voilà, mais Alien, très bon film. Mis à part ça. Et moi je voulais pas. Donc du coup, si on est on est reparti aux États-Unis du coup. Moi je voulais parler de Patricia Arquette qui est dans Severance parce que c'est son dernier truc et elle se fait spoiler, oui on peut dire ça. Spolier, ouais, c'est donc c'est ses œuvres, enfin pas ses œuvres mais son invention. Donc en gros dans l'histoire elle a créé un truc et elle se fait spolier ses œuvres et du coup on a fait un podcast sur Severance donc vous irez le voir et l'écouter. Petit moment promo. Où on parle de ça et du coup donc c'est important d'en parler je pense parce que du coup dans son rôle elle se fait spolier ses inventions et tout et je crois que Laura c'est ta partie sur Patricia. Oui, on rebondira voilà. Mais alors moi Patricia j'ai un passé très affectueux avec elle parce que je l'ai suivie pendant des années dans Medium. 6 saisons. Medium et justement dans Medium je pense que ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que du coup elle joue un rôle principal, le rôle principal d'une série un peu type policière. Or que nous à cette époque-là, je crois quand c'est sorti on avait quoi 6-7 ans.
Peut-être un peu plus, 7-8. Moins, je crois. Ouais. Je sais plus quelle année, ça. Mais c'est 2004-2005, je dirais. Ah, j'avais 6 ans. Ouais. Et ouais, première fois que dans une série policière, c'est une femme qui est leaduse, en fait. Qu'on la suit à elle, on suit sa famille. Première fois qu'on voit une femme qui gère son foyer, justement, un truc en mode pas un bon père de famille, mais tu vois, tu vois son mari qui doit un peu s'occuper des enfants parce qu'elle a un truc important. Oh, c'est vrai, c'est vrai, je viens juste de le capter. Monsieur Dubois. C'est Monsieur Dubois qui fait un peu le... qui fait un peu la mère au foyer. Mais grave. C'est trop bien. Donc ouais, très contente d'avoir enfin aussi dans une série une femme qui a ce rôle-là. Surtout qu'à l'époque, on avait les NCIS, les experts et tout. Tu vois, c'est les hommes qui avaient les rôles vraiment principaux, les femmes, les personnages un peu secondaires. Donc déjà cool de voir que Patricia Arquette, elle joue ce rôle-là. Ensuite, elle a aussi joué dans un autre film où elle joue une mère de famille là, dans Boyhood. Ah, Boyhood, j'ai adoré. Un film qui a été tourné sur 12 ans. J'adore, sur 12 ans. Et c'est des vrais acteurs. Ça, c'est incroyable. Et ouais, voilà. Et donc, elle a obtenu pour ce rôle-là le Golden Globe de la meilleure actrice. Mais en second rôle, parce qu'elle n'était pas en rôle principal. Mais donc, ouais, elle a joué dans pas mal de films. Elle a notamment joué avec Ben Stiller aussi, réel que j'apprécie beaucoup. Et là, tu parles de Severance ou même avant elle avait... Non, avant. Avec lui, elle avait joué dans Flirter avec les embrouilles. Ok. Voilà, ouais, elle joue la femme. Mais du coup, Patricia, elle est productrice aussi. Ouais. Elle est productrice et là elle est réalisatrice maintenant. Ouais, elle a réalisé son film. Son premier film. Non, elle avait déjà tourné un film. Ah, elle a déjà tourné un film en 2023, je crois. Ah oui, mais je crois qu'il est pas sorti. T'es sûr? Ah, attends, tu me le doutes. Pour moi, il est parce que là, j'ai vu des pubs et tout. Bon, bref. Enfin, en tout cas, elle a réalisé son film. Ouais. Elle est productrice. Ouais. Alors, elle est productrice de la série Severance aussi. Oui. C'est ça qui est cool aussi. Ouais. Elle est productrice et tout ça. Et après, elle descend d'une famille déjà de cinéma, ils étaient déjà beaucoup dans le ciné, mais je trouve qu'elle prend beaucoup de en fait, devant. Et elle choisit bien ses personnages aussi. C'est ça, exactement. Tu vois, Medium. Miss Cobell aussi. Miss Cobell, c'est la boss. Miss Cobell, c'est la boss. Bon, à part qu'elle se fait niquer, bon, c'est trucs. Mais c'est la boss et tout. Puis elle est incroyable. Elle a une prestance comme ça qui fait que... tu rigoles pas avec Miss Cobell, quoi. Ouais. Non, mais c'est ça qui est bien avec elle, c'est une femme qui choisit bien ses films. Enfin, elle montre que voilà, on peut faire aussi en tant que femme des rôles de leaders. Donc non, je l'aime beaucoup et puis elle prend beaucoup de recul sur ça. Enfin, elle est consciente que ce qu'elle fait, c'est un peu genre elle pèse, tu vois. Mais je trouve que elle reste assez ouverte à tout ça et tout ça. Et moi, c'est à ce moment-là, c'est dans la série Severance que je l'ai retrouvée en mode hey, on s'était quitté à Medium, mais on se retrouve dans Severance. Et du coup, je les follow sur Instagram. Et alors, déjà, elle poste énormément de choses en story. Des fois, je me demande, Patricia, est-ce que tu vas bien? Parce que tu postes vraiment, je crois, 25 stories. Bon, bref. Et c'est beaucoup, beaucoup de choses engagées sur les Amérindiens. Sur les ancêtres du coup un peu sur tout ce qui se passe là-bas comme quoi l'état indien, enfin l'état amérindien pas reconnu, enfin bref, parce qu'ils faut quand même faire tirer leur terre, c'est ça, hyper engagé sur plein de choses et encore plus aujourd'hui avec Trump et puis elle hésite pas vraiment à dire les choses, à dire les termes et tout ça. Donc voilà, je sais plus si tu voulais rajouter d'autres choses. Non, mais ça rejoint un peu du coup pourquoi on la voit aussi pas beaucoup. C'est parce qu'elle choisit ses films, elle choisit de tourner dans des films assez indépendants, engagés, donc c'est pour ça qu'on la verra, je pense, jamais dans des gros blockbusters, ce genre de choses. Ah, puis maintenant elle décide vraiment, quoi. Elle pèse. Mais maintenant beaucoup d'actrices font ça en fait. La plupart Angelina Jolie, elle a réalisé ce trucs, tu vois. La plupart maintenant elles réalisent et sont productrices parce que justement elles veulent enfin décider vraiment de quel film elles veulent tourner, qu'est-ce qu'elles veulent dire, quel message elles veulent parce que si véhiculer. C'est toujours les mêmes gars qui réalisent et puis qui te mettent toujours le même rôle de femme, forcément après t'en as marre de jouer toujours le rôle. Après c'est très américain comme système, ça. Oui. De mettre un peu de, enfin d'être producteur. Oui, c'est vrai. Producteur, c'est réalisateur en fait là-bas parce que tu touches les droits. C'est toi qui as le dernier mot. C'est le producteur qui a le dernier mot. Non, c'est en France. Ah non, le producteur, oui, le producteur. C'est pour ça qu'elle se met productrice, mais elle se met. Oui, parce que pour avoir le dernier mot justement. Oui. Et en France, en tant qu'auteur réel, t'as le dernier mot. Et du coup, donc là, j'ai une flopée de personnes dont on doit parler. Et qu'au final, on tous à peu près le même profil, c'est pour ça qu'on parle d'elle. Donc moi, je veux parler de Cate Blanchett et de Kate Winslet. Cate Blanchett first parce que déjà elle a joué dans Carol, donc un film
d'ailleurs qu'elle a beaucoup aimé faire. Parce qu'elle trouvait forcément que c'était très important d'avoir des films sur des couples lesbiens et tout ça. Et donc elle a joué dans Tar aussi, c'est un film plus récent. Pareil, elle est en couple avec une femme. Et en fait, en 2014 aux Oscars, elle disait déjà que c'était très important de faire des films centrés sur des personnages féminins. Donc elle, pareil, elle a toujours été très, comment dire, elle a pas fermé sa bouche, quoi. Elle fait aussi des critiques sexistes. Elle critique aussi le sexisme à Hollywood, qu'il y a une différence de traitement entre les hommes et les femmes, notamment dans les cérémonies, les questions aussi posées. Par exemple, on demande plus aux actrices de savoir comment est-ce qu'elles gèrent vie professionnelle et vie personnelle. Genre comment vous arrivez à tout faire et tout ça, sous-entendu t'as une vie de famille et voilà. Mais ça c'est fou de poser ces questions. Tu sais, leur couleur de cheveux, leur coupe de cheveux et tout ça, leur poids, enfin elles ont des questions beaucoup plus personnelles que les hommes. Ouais, c'est ça. Et du coup Cate Blanchett elle disait mais il y en a marre en fait, genre vous nous posez toujours les mêmes questions, donc c'est chiant et heureusement que il y a des actrices qui haussent le ton. Elle a été aussi une des premières à dénoncer publiquement le comportement de Weinstein. Et elle a cofondé le mouvement Time's Up, qui est quelque chose de militant. Donc j'ai pas toutes les infos, mais donc bref, elle est très investie. Elle a sa société de production Dirty Film, qui s'efforce de mettre en avant des voix diverses, des femmes, des personnes issues de minorités. Donc voilà, elle est vraiment engagée dedans. Et attendez, j'ai une autre info. Aux Critics' Choice Awards en 2023, elle dit en gros que elle remet en question la structure en fait, parce qu'elle dit que c'est une pyramide patriarcale. Elle a dit il faut changer ça. Ce trophée de la meilleure, elle dit, je cite, ce trophée de la meilleure actrice est extrêmement arbitraire au regard de toutes les performances extraordinaires des autres femmes. J'aimerais que l'on change cette putain de structure. Tout cela résulte d'une pyramide patriarcale. Et je pense que c'est les cérémonies qui sont bien aussi en vrai pour faire ça, parce que Meryl Streep elle a fait un peu le même genre de choses. Alors Meryl Streep, à chacun de ses discours de toute façon elle dit des choses, elle s'enflamme. Mais pour tout, enfin là tout à l'heure en faisant un peu des recherches, je suis tombée sur un autre discours où là elle parle carrément c'était en 2016 quand Trump, du coup 2017, il était élu là depuis un an ou quelque chose comme ça. Et c'est le moment où il commence à faire ses politiques migratoires. Et donc là, elle a pris l'exemple en disant là, dans cette salle, il y a telle personne qui est née dans tel pays, telle personne. Enfin bon, voilà. Donc elle a toujours milité pour différentes choses. Mais sur les femmes, elle a surtout milité pour justement le problème de vieillissement. Parce qu'elle, justement, elle dit moi, j'adore vieillir. Enfin, je suis contente de vieillir. Et elle dit souvent qu'elle sait qu'elle a de la chance de pouvoir continuer à tourner à son âge. Elle a plus de 70 ans. Et elle fait encore beaucoup de films. Là, elle est excellente sur Disney et tout. Puis elle est géniale. Moi, je l'adore. C'est ma préf en américaine. Moi c'est top 3, voilà, et elle le dit, enfin, il faut qu'on autorise les femmes à vieillir, en fait, laisser vieillir à l'image, c'est ça. Parce que le problème avec le vieillissement des femmes, c'est qu'en plus à côté de ça, à l'inverse, on dit que les hommes se bonifient, mais tu bien vois, sûr. Mais oui, mais c'est ça, ils sont à leur fois, apogée, à 50 ans, ils sont à leur apogée. C'est que l'homme est glorifié en vieillissant et c'est la dingue. femme exactement. C'est fou. Tous les Georges Clooney, les gens du jardin. C'est fou. On les trouve mieux, tu vois, maintenant, alors que les femmes, à chaque fois, c'est l'inverse. Donc, elle milite beaucoup là-dessus, sur vraiment laissez-nous vieillir. Et Kate Winslet aussi. Kate Winslet, parce que pendant Titanic, on lui a beaucoup dit, mais on lui a beaucoup fait de remarques sur son poids, etc. Ou le fait de se dire, ouais, vous mettez une robe comme ça, on vous voit. Je sais pas, genre vos formes et tout, mais genre laissez-moi, tu vois. Et parce qu'elle a fait un podcast là il y a pas très longtemps où justement elle revient dessus et qui est super intéressant. Et du coup elle a joué dans un film aussi récemment, Lee Miller, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, enfin je l'ai pas vu mais j'ai vu la bande-annonce. Alors là je vous le conseille 1000%. Parce je savais pas qu'elle jouait dedans. Mais si, c'est elle qui fait la photographe. C'est elle qui fait la photographe. Et du coup déjà Lee Miller, elle est grimée hein. Non, je t'avoue, je sais pas. Moi, je la reconnais, mais. Non, mais mais j'ai pas vu la bande-annonce. Je vois que l'affiche dans ma tête. Donc, parce qu'en fait, donc déjà, Lee Miller, figure très importante, photographe de guerre. Donc ce film était aussi super important. Et je pense que je voyais personne d'autre que Kate Winslet pour le faire, parce que je pense que ça résonne beaucoup avec elle, ses engagements. Et du coup, elle disait, parce qu'elle, du coup, forcément, elle a préparé le personnage et tout ça.
elle disait Lee Miller définissait déjà la féminité, la résilience, le courage et l'altruisme. Tu vois. Donc, et pareil, Lee Miller, donc bon là c'est un podcast sur femmes et cinéma, mais on pourrait faire femmes et photographes parce que il y en a eu en général. Parce qu'il y en a eu aussi beaucoup. Et Lee Miller, elle a aussi beaucoup compté. Et donc elle parle beaucoup de corps, de vieillissement de corps, etc. Et elle disait enfant, je n'ai jamais entendu une femme dire j'aime mon corps, j'accepte comment je suis et je tire le meilleur de ce que j'ai reçu. Et c'est vrai quoi. C'est toujours, on est toujours en questionnement de, on remet en question tout le temps. Est-ce que je suis assez bien ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que ça va plaire et tout ça ? Et d'ailleurs, elle a cofondé la British Anti-Cosmetic Surgery League avec Emma Thompson et Rachel Weisz, s'opposant à la chirurgie esthétique et encourageant le vieillissement naturel. Si ça, c'est pas un move de queen, un peu, ça c'est incroyable. Et pareil, elle a tourné dans des films queer, donc Ammonite, je sais pas si vous avez vu. Non, je l'ai pas vu. Qui parle aussi pareil d'une femme donc anglaise qui a fait des découvertes incroyables de fossiles et qui pareil s'est fait spolier. Elle s'est fait voler son fossile. La base. C'est au British Museum ou je sais pas quoi, et c'est une femme qui a découvert parce que du coup elle faisait donc dans le film c'est une biographie en fait. Et pareil, c'est une femme qui rencontre une autre femme mais le rôle de Kate Winslet, c'est vraiment une chercheuse qui cherche vraiment donc du coup une ammonite et du coup elle la trouve et elle se le fait voler, bref. Donc mais c'était important aussi ce film, tu vois, donc elle a fait Lee Miller, elle a fait Ammonite, donc c'était elle est très engagée au niveau de ses rôles, très engagée. Des portraits de femmes et je trouve que c'est bien avant des femmes qui ont c'est bien. Et je trouve que c'est bien parce que comme maintenant Kate Winslet et même Cate Blanchett, elles ont leur carrière et tout, le fait qu'elles parlent, elles ont encore plus de visibilité, plus de légitimité en tout cas, enfin vis-à-vis de peut-être d'autres femmes ou d'hommes même, tu vois. Donc je trouve que c'est bien. Maintenant on les prend au sérieux et tout ça, donc c'est vraiment très 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 cool. À côté de ça, je suis en train d'y penser. Je sais plus avec vous que j'en avais parlé. C'est Nicole Kidman aussi qui, je crois, s'oblige, c'est entre guillemets, mais elle veut faire au minimum au moins un film par an avec une femme réalisatrice. Ah oui, oui, je savais pas. Si, j'avais lu ça. C'est avec toi qu'on avait parlé ou pas, mais si. Parce qu'en fait, pareil, t'as tellement au final d'hommes réels qu'elle dit non, il faut au moins une fois par an que je tourne avec une femme. Bah tu sais, je crois que Jodie Comer, elle a dit la même chose. Jodie Comer, elle a dit je veux plus de femmes productrices et réalisatrices et je veux tourner dans plus de films réalisés par des femmes. Et d'ailleurs, elle est en production ou en coproduction ou en tournage, je sais plus. Mais donc un film qui va sortir où c'est une réelle femme et je crois que c'est son premier film où c'est une femme qui réalise. Et pour elle, genre ça compte. Et justement, pareil, elle a fait Killing Eve, qui est une série pareil en queer et tout, donc vraiment très très cool. Et qui, pareil, le personnage principal de Killing Eve, c'est une femme qui est tueuse, qui est une tueuse en série, et qui est en dehors des codes et tout, donc on parlait de un peu comme Alien, tu vois. Et donc trop bien, trop intéressant. Mais dans le même délire, il y a aussi un film qui s'appelle Promising Young Woman, je sais pas si vous l'avez vu. Ah non. Qui est un premier film d'une réalisatrice qui s'appelle Emerald Fennell. Et justement, en fait, c'est l'histoire d'une meuf qui va dans les bars, qui se fait passer pour bourrée, qui attend que les mecs l'accostent. Et une fois qu'elle se retrouve toute seule avec les mecs et qu'elle sent qu'ils vont abuser d'elle, elle leur fait la morale en fait. Waouh! Et c'est assez badass comme film, franchement, je vous le conseille si vous l'avez pas vu. Et c'est pareil, c'est vraiment l'histoire d'une femme qui prend les devants. C'est cool. Et c'est intéressant quoi, de voir ce point de vue-là aussi. Mais il faut trop de films comme ça, de fou. Et du coup, plus récemment, moi, je voulais parler de Jessica Lee Gagné. Donc ça y est, c'est ma grosse partie sur ma deuxième chouchou que j'ai découverte dans Severance, qui a fait la photographie, donc directrice photo, mais qui a réalisé un épisode. Et à la base, elle se sentait pas à la base, c'était même pas dans sa tête de faire réalisatrice. Elle s'est dit, moi je veux faire du cinéma, elle fait de la photo, elle a fait des films vraiment magnifiques, donc en photo. Et c'est Ben Stiller, encore une fois. Eh oui, ça Ben, toujours là. En fait, on a fait un podcast sur Severance où on a aussi une partie sur Jessica, mais donc là, on va un petit peu plus approfondir. Donc elle vient de Québec, elle est francophone, etc. Elle a fait ses études au Canada. Et donc elle a commencé en étant directrice de photo, donc elle a fait des courts-métrages, des films, etc. Et
Et du coup, elle a fait la photographie du film Sweet Virginia, qui est sorti en 2017. Donc je n'ai pas vu, mais qui doit être magnifique parce que c'est Jessica qui a fait la photographie. Et c'est Ben Stiller qui l'a repéré sur ce film et qui a vu ce film et du coup forcément qui a vu que c'était Jessica qui a fait la lumière. Et c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés. Et ensuite ils ont travaillé ensemble sur une série qui s'appelle Escape at Dannemora. Et donc c'est à ce moment-là en fait leur histoire d'amour professionnel a commencé. Et après, donc Severance, magnifique, etc. Et donc, c'est Ben Stiller qui avait déjà, en fait, sa carrière, qui pesait déjà dans le game, qui est venu la chercher pour lui dire, écoute, j'aime bien ce que tu fais, on va travailler ensemble, et je vais te proposer de réaliser un épisode. Et à ce moment-là, Jessica, elle était là, c'était pas dans mes plans d'être réalisatrice, mais pourquoi pas si j'ai l'opportunité. Et donc, toi, tu n'as pas vu la série, du coup, donc tu n'as pas vu l'épisode, mais tu comprendras quand tu verras. Et donc, elle réalise cet épisode 7 de la saison 2, et en fait, c'est une révélation, mais fois 1000, quoi. L'épisode est magnifique. Donc, je sais pas si Laura, tu peux oui, l'épisode confirmer, mais donc, c'est une révélation, le fait qu'elle peut réaliser. Parce qu'elle avait les compétences, et elle doutait de ses compétences, enfin, elle doutait pas de ses compétences, mais peut-être qu'elle doutait de sa légitimité. Et que Ben Stiller est venu la chercher et lui a dit non, mais je te propose de réaliser ça, et il faut des gens comme Ben Stiller, il faut des hommes en fait, parce que c'est eux qui ont un peu le lead sur ça, pour venir chercher en fait les femmes et leur dire hey, toi t'as les compétences pour réaliser, donc je te donne la confiance et je te donne l'argent et je te donne tout quoi pour le faire, parce que je pense que c'est moins une femme qui pourrait, malheureusement on a peut-être besoin des hommes qui pèsent pour ou d'autres femmes sur ce cas-là, c'est quand même Ben Stiller qui l'a lancé dedans. Mais du coup, en fait, sur le tour, donc quand elle a préparé l'épisode, la réal de l'épisode, elle était quand même très stressée. Elle se dit oulala, mais j'ai jamais réalisé, qu'est-ce qui va se passer? Alors que elle est quand même directrice photo, donc c'est très proche du réal, et oulala, oui, je suis après stressée, quand t'es différent. Quand t'es chef-op, t'es quand même plus exécutant, entre guillemets, enfin pas que exécutant, un mais peu au service avec du réal. C'est une collaboration. Réal, tu dois un peu tenir le plateau, tu vois, t'as ton premier assistant réal, enfin tu parles à beaucoup plus de monde. C'est vrai. Mais du coup là, elle a échangé les rôles, donc elle était super stressée et tout, et elle s'est dit, je pense que j'étais trop bien entourée, et ce qui m'a permis de prendre confiance en fait. Et là, elle réalise son premier film. Elle est en prod. Trop bien. Donc ça l'a lancé quoi. Elle est en prod, et je pense que pour moi c'est ce déclic là qui a fait que voilà. Et donc j'ai vu récemment là, il y a pas très longtemps, elle est en prod de son premier film. Donc je dis chapeau quoi. Et je sais que Laura, toi t'avais une expérience, alors pas une expérience, mais qu'on t'avait dit aussi les filles sur les sets, parce que du coup là on va parler peut-être plus des femmes technicienne. Donc parce que Jessica à la base c'est une technicienne, mais ça rejoint un problème artiste, c'est bref voilà. Vas-y, dis. C'était quand j'étais en stage dans une boîte et tout, à un moment sur un tournage, du coup je travaillais beaucoup avec le directeur de production vu que j'étais assistante, et il m'avait dit une fois, je sais plus de quoi on discutait pour qu'il me dise ça, et il me disait mais tu sais Laura, moi j'ai eu des stagiaires garçons et filles, et en fait à chaque fois vous les filles vous avez ce complexe d'infériorité. Vous avez peur de mal faire tout le temps, vous faites pas confiance. Alors que moi, dès que j'ai des stagiaires mecs, justement, eux, ils ont souvent un peu trop la confiance. Il me disait, c'est fou, à chaque fois, il m'a dit, je n'ai jamais eu une stagiaire fille qui arrivait en étant aussi confiante qu'un mec. Et il disait, ça, c'est un problème de société, de nos études, du patriarcat en général. Mais il m'avait dit ça, et je dis, peut-être. Mais c'est réel. Il me disait, non, je te jure, je n'ai eu aucune stagiaire fille qui avait confiance en elle dès le début, quoi. Vous avez toujours l'impression qu'il faut prouver. Mais c'est très vrai, J'ai l'impression que y a ce côté-là en tant que femme où on est hyper studieux et on n'ose pas dépasser la ligne, s'affirmer, donner notre avis. Je sais pas vraiment à quoi c'est dû. Je sais pas si c'est un problème de société, si c'est pas. Un peu tout. Je pense que c'est aussi l'éducation. Je pense que c'est beaucoup l'éducation. Et puis tout ce que tu vois. Et puis les métiers genrés. Parce que dans le cinéma, les techniciens, c'est des grosses caméras, donc il faut des gens qui ont des muscles pour porter les trucs, les machinos, les techos. Moi, par exemple, tu vois, quand j'étais au lycée et que je voulais faire du cinéma, j'ai emmené ma mère dans des écoles de cinéma pour qu'on visite. Et donc, il y avait forcément, ils te montraient l'école, donc voilà, vous allez faire des tournages, il y aura des exercices pratiques et tout.
Et en fait, ma mère était pas choquée, mais genre, elle a vu quand même que c'était du gros matos et tout. Elle me dit, mais t'es sûre que tu veux faire ça? C'est des métiers de garçon, c'est lourd à porter et tout. Et vraiment, limite, elle m'a dissuadée de faire des études de cinéma parce qu'elle s'est dit que peut-être qu'elle voulait me protéger, dans le sens où elle s'est dit, c'est un monde de mecs et voilà. Mais je sais pas. Et moi, par contre, ça m'a énervée qu'elle dise ça parce que pour moi, c'était pas la question. Je voulais faire ça, donc je fais ça. Et ça montre à quel point c'est ancré en fait. Ah bah c'est ça. De se dire. Et d'ailleurs, donc je fais une parenthèse, dans Severance, qui fait le son à la perche, c'est une femme. Ouais. On la voit, elle est là, elle fait la perche et tout, et je pense que c'est encore un coup de Ben Stiller qui engage des femmes. Donc big up. Mais voilà. Ouais. Mais j'ai une autre anecdote là-dessus, dans le sens par rapport au fait qu'il y a dans le cinéma encore trop de rôles un peu donc genrés. J'avais eu en cours une script qui était venue, qui était la script de pas mal de réals français, pas mal. Et elle nous disait, et du coup en faisant mes recherches tout à l'heure, j'ai regardé, elle nous disait que par exemple le métier de script, quand tu définis un peu les compétences qu'il faut pour être script, en fait, du coup, les gens, ils vont pas chercher plus loin et c'est des compétences, en fait, considérées comme femmes. Ce qui fait qu'en fait, encore aujourd'hui en France, t'as beaucoup de scripts qui sont des filles. Et j'ai regardé, du coup, en tapant script compétences. Et en fait, les compétences premières qui sortent, c'est calme, discrétion, observation, diplomatie. Et du coup, le fait que calme et discrétion, ça sorte en premier, en fait, on nous apprend à être calme et dans la discrétion. C'est ça. Donc, c'est assez révélateur du problème général. Oui, parce que pour le coup, script, c'est vraiment un métier de l'ombre. De fou. T'es dans un coin, tu fais attention à tout. Tu fais juste attention au faux raccord et c'est à la fois hyper précieux comme métier, mais en même temps, pas du tout mis en avant dans un tournage, quoi. Alors que c'est les primordiales. La script, c'est elle qui va minuter le film, qui tous les jours sur les rapports de prod, de qu'est-ce qui a été tourné, quel plan... combien de plans ont été tournés, quel plan, elle va noter si les plans sont bien, pas bien, comme tu disais les raccords et tout, même au montage sans la script, les monteurs ils s'arrachent les cheveux. Mais ouais, et puis même en monteur aussi. Monteur, et t'as vu, j'ai dit au masculin, j'ai dit monteur, j'ai pas dit monteuse. Ouais, mais même les monteuses, voilà, il y a pas assez aussi. Il y en a pas assez, c'est fou quoi. Ouais. Et pourtant là c'est pas vraiment un métier physique là il y aurait rien à dire parce que pareil c'est monteur, c'est celui qui prend le lead sur le montage avec le réal, et donc du coup après en fait, les gros postes mais je trouve qu'il y a certains métiers qui sont quand même en train d'évoluer, notamment chef-op, monteur, je trouve qu'il y a de plus en plus de monteuses justement. Il y a plus de monteuses, il y a plus de chef-op. Bah justement je voulais dire parce que j'avais fait des photos aussi. J'avais fait des photos plateau pour un clip. Et franchement, l'équipe, elle était bien répartie. Il y avait beaucoup de femmes qui faisaient assistant réal, qui faisaient même le point, pointeuse, donc tout ça. Et je trouve ça génial, quoi. Puis et puis moi, j'étais photographe plateau, donc j'étais aussi dans le dans le game, tu vois, de trucs de femmes. Donc, non, je crois que les métiers, moi j'ai l'impression, là, quand je regarde un peu les listes techniques dans mes projets où il n'y a pas encore assez de femmes, c'est plutôt genre électromachine. Alors ça, clairement. Je pense que c'est les... Alors que maintenant, il y a plein de moyens techniques pour éviter que tu aies apporté 25 000 kilos. Mais ça reste un métier physique, donc ça reste un métier physique, mais c'est un peu plus dur encore. Mais je veux dire, il y a des femmes qui font du sport. Enfin, c'est clair que voilà. Non, et juste petite autre, pas anecdote, mais mention aussi pour le cast de Severance, donc celle qui joue Ellie Brittlauer. Qui a pareil, elle a évolué graduellement, elle a fait des clips, elle était actrice dans des clips, dans des courts-métrages, etc. Elle a réalisé son premier court-métrage qui s'appelle Circus Person, que d'ailleurs j'ai oublié de vous envoyer parce que je vous avais dit je vous l'enverrai, vous l'avez pas vu, mais que moi j'ai vu, mais que j'ai trouvé vraiment génial parce qu'elle réalise, elle traite d'une rupture, donc d'une rupture de couple du point de vue de coup d'elle, donc de femme. Elle joue dedans. Donc elle réalise, elle joue dedans. Elle montre des plans. D'ailleurs, c'est avec toi qu'on en parlait, mais je sais plus là si tu l'as cité. Tu sais, des plans de femmes qu'on n'a pas l'habitude de voir, genre des plans réels. Je sais pas. Par exemple, une femme qui va aux toilettes, des trucs comme ça. Ah oui. Okay. Et donc du coup, dans le court métrage, elle se filme en train de faire pipi. Alors, c'est suggéré, tu vois. Mais tu vois, c'est genre badass un peu, tu vois. C'est pas l'image qu'on se fait. Oui, c'est pas ce que t'as l'habitude de. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste, je sais pas. En fait, dans l'histoire, elle fait du camping et je sais pas, elle prend une douche et voilà.
alors je sais plus si je suis très je suis plus sûre de ce que je dis parce que ça fait un moment que je l'ai pas vu, mais elle montre voilà des vrais trucs aussi de corps, tu vois, de féminin et tout. Ouais. Et donc là, ce court-métrage là a eu des prix au Canada et tout ça, donc en festival. Et là, elle est en production elle est en réalisation du long métrage. Ok. De ce film-là, donc pareil, voilà, une femme encore qui réalise, qui prend le lead. Et donc c'est trop bien. Et mais bon, de toute façon, avec Severance, elle a une renommée maintenant internationale et tout. Et je crois qu'elle tourne en ce moment, elle va tourner bientôt, ouais. Donc vraiment, j'ai trop hâte de voir ça. Parce que du coup, elle est vraiment, genre, physiquement, tu la vois, elle est toute menue et tout, et tu te dis, en fait, elle est badass, quoi. Enfin, elle réalise son court-métrage, elle a le lead rôle dans une série, enfin, c'est trop bien, quoi. Ouais. Donc, ouais, gros big up encore. Encore à elle et tout ça. Donc, il nous reste 2 sujets, là. Je sais pas si vous vouliez parler, du coup, du cinéma iranien. On commence par et on finit par le male gaze. Oui. Ok. Juste pour la fin. Contre, équipe technique, on est à combien de temps? Ok. Alors on a. Ok. Et bah 1h20, on a pile le temps de finir notre sujet. De toute façon, ça va être assez bref. En fait, je voulais vraiment parler du cinéma iranien parce que là, en ce moment, il y a quand même un vrai mouvement féminin qui se passe dans le pays. En fait, le cinéma dans certains pays est vraiment abordé comme un outil de survie, de résistance et de transmission dans un contexte d'oppression. Et c'est vraiment le cas de l'Iran, notamment. Et ce qui est assez... chouette dans un sens, c'est que le cinéma iranien est de plus en plus mis en avant. Ah ouais, clairement. Là, on l'a vu récemment avec le dernier festival de Cannes. Un simple accident, ouais. Ils ont remporté la Palme avec un simple accident de Jafar Panahi. Qui a réalisé Taxi Téhéran. Ouais, exactement. Que j'avais vu il y a longtemps et qui m'a bluffé parce que c'est un film filmé en clandestinité. Ouais. Mais comme la majorité des films en Iran, il y a beaucoup de cinéastes, de réalisateurs qui risquent un peu leur vie pour faire exister leur film, et c'est ça qui rend l'œuvre assez puissante, quoi. Et je voulais parler de 2 films en particulier. Donc il y a Les Graines du Figuier Sauvage, incroyable, sorti en 2023 de Mohammad Rasoulov, qui parle très brièvement de Iman, un père de famille qui est promu juge d'instruction au tribunal révolutionnaire de Téhéran. Et en parallèle de tout ça, il y a justement ce mouvement de protestation populaire qui commence à secouer le pays. Elles enlèvent le voile et tout ça. Qui est le mouvement Femmes, Vie, Liberté, dont on entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux, un peu partout en fait. Et ce film est très intéressant parce qu'en fait, le père va se retrouver un peu dépassé par l'ampleur des événements et il se confronte à l'absurdité de ce système judiciaire et ses injustices, et il décide de fermer les yeux. Et en parallèle de ça, ces 2 filles, elles, sont en plein dans le mouvement et sont hyper engagées. Oui, elles cachent à leur échelle. Elles cachent une de leurs amies. Ouais. Exactement. Et le père ne le sait pas. Et c'est une tension, mais tout le long du film. Et ça finit vraiment en espèce de truc... thriller. Thriller. Ouais. Et j'ai eu peur, quoi. Enfin, c'est vraiment très bien réalisé. Et puis le fait aussi d'avoir mis des images, tu sais, à un moment donné, il y a des vraies images. Pas d'archives, mais c'est les images, tu sais, les vraies oui. images de manifestations, de prise de risque de femmes qui enlèvent le voile et tout ça, qui parlent, qui crient femme, vie, liberté, c'est ça. Et donc moi j'adore les films comme ça. Moi je trouve que c'est vraiment le parti pris réussi du film, c'est que en fait c'est le moment émouvant parce que c'est là que tu vois que c'est réel, et le film est vraiment ancré dans le réel, à tel point qu'on voit des vidéos tirées de TikTok, d'Insta dans le film, quoi. Tu te le prends dans la gueule, vraiment chaud, quoi. Enfin, nous on est en Europe, on sait pas trop ce qui se passe. Et s'il y avait pas justement ces vidéos internet ou même des films comme ça, c'est invisibilisé, mais de fou, quoi.
Et surtout, toi, forcément, ça te touche encore plus. Oui, bah, je suis d'origine je suis d'origine iranienne, donc forcément, ça a un impact fort sur moi. C'est personnel. Ça devient presque personnel. C'est à cœur, mais en tout cas, je suis contente que le cinéma iranien puisse résonner hors des murs, quoi, et puisse parler aussi à des gens qui n'ont pas du tout cette culture et qui ne connaissent pas forcément la situation en Iran, mais finalement, à défaut, si ça ne sort pas en Iran, ça sort dans le reste du monde. Voilà. Et il y a par contre aussi le film japonais. C'est ce que j'allais dire du coup. Comment il s'appelle? Mais mince, j'ai un trou de mémoire sur le nom, mais où c'est une réalisatrice qui parle de son viol. Et le film, il est interdit au Japon. Il n'a pas le droit de sortir au Japon. Je crois qui est sorti il y a pas longtemps. Mais oui. J'ai un trou de mémoire sur le nom, le pauvre. Je me rappelle. Ça commence par un M. Ça commence par un M. Je le retrouve. Mais vas-y, regarde sur internet si tu veux. Ouais. Ou alors, mais oui, en tout cas, c'est le même cas, c'est-à-dire que là, ça parle du problème du coup des femmes au Japon, dans le sens où le viol là-bas, c'est vraiment pas du tout reconnu, c'est très mal jugé, etc. C'est une réalisatrice japonaise. Japonaise, ouais, et qui du coup, elle a réussi à faire son film, donc en parlant de ça, mais le film n'a pas le droit d'être sorti au Japon. C'est fou. Ça a été interdit. Il y a personne qui veut le distribuer. Donc elle distribue ailleurs. Mais du coup, je trouve que le fait qu'il y ait c'est un peu ces scandales, on va dire, ça met encore plus de lumière sur le film, tu vois. Et du coup, c'est dans un sens, c'est une pub. Black Box Diary. Ah oui, voilà. Black Box. Du coup, c'est un documentaire. Exactement. Et il faut le voir. J'ai pas vu, mais ouais. Tu l'as vu? Non, il faut le voir. Ah, ok. Je l'ai pas encore lu, mais je pense qu'il faut le voir. Il est important. Ah non, il est incroyable. Parce qu'on a vu de dénoncer pas mal de choses. Et non, donc cinéma. En fait, cinéma, femme et cinéma, c'est lié aussi, c'est politique en fait. Donc, parce que c'est actuel. C'est encore 100% actuel. On parlait de l'Iran, dans plein d'autres sujets. Et il y a un autre film iranien qui s'appelle Les Nuits de Mashhad et qui se passe au début des années 2000, et on suit une journaliste qui va enquêter sur une série de féminicides. Et ce qui est assez fou, c'est que l'histoire est inspirée de faits réels. Et c'est un homme qui tue des prostituées parce qu'il est persuadé d'accomplir une mission religieuse. Et donc, moi, j'avais trouvé ça quand même assez fou comme fait divers. Ça se passe en Iran? Attends, ça se passe en Iran, dans les années 2000. C'est un vrai truc des années 2000, ouais. C'est un vrai mec qui tuait des femmes. C'est inspiré de faits réels, ouais. Wow. Et en fait, tu vois dans le film que le gars est presque... je dirais pas adulé, mais accueilli comme martyr, alors qu'il tue, quoi. Enfin, que c'est un meurtrier. Donc, c'est aussi très intéressant comme point de vue. Ouais, ça donne envie de le voir. Mais le film, je crois, le cinéma iranien est l'un des plus engagés, en fait. Après, il y en a plein, mais... Oui, mais j'oublie le nom de la réal, mais Mustang aussi, on en a parlé pendant la prépa. Exactement. Réalisatrice aussi ultra engagée avec ce film-là, qui montre le problème des femmes aussi. Je sais plus quel pays c'est, mais je sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises. Martin, est-ce que le film Mustang, est-ce que ça te... Non, mais je sais dans quel pays ça se passe. Mais pareil, qui parle de la condition des femmes, le fait qu'elles sont mariées à 14 ans. Papicha, ouais. J'ai vu un film comme ça aussi. Ça se passait en Afrique. Alors, Mustang, il est déjà sorti il y a 10 ans. Il y a 10 ans? Oh là là. Ouais, Turquie. Turquie. Ah bah, Turquie, ouais. Ah non, mais c'est tout le Moyen-Orient qui est comme ça. Attends, Turquie, c'est au Moyen-Orient? Ouais, c'est dedans. C'est à la limite. Moi, je sais plus. Bref. Mais ok. Est-ce que tu oui, voilà, c'était non, mais c'est une bonne partie importante. Non, mais... Et donc on finit sur on finit sur pas plus simple. On finit sur un sujet. On finit là sur un cours de théorie. Est-ce qu'on peut définir déjà un petit peu... Alors, c'était mon problème. C'est parce que moi, en gros, je sais ce que c'est parce que j'ai lu notamment le livre que je vous recommande. Donc, attends, déjà, introduis de ce dont on va parler. Ouais, donc, pardon, on va parler donc du male gaze. Donc, le male gaze, donc, en français, donc, qui veut dire donc, le regard masculin. Et en fait, c'est une théorie qui a été donc, conceptualisée par Laura Mulvey dans un ouvrage qu'elle a sorti en 1975 qui s'appelle alors, désolé, c'est en anglais. Visual Pleasure and Narrative Cinema. Voilà. T'en fais voir, visual quoi? Visual Pleasure and Narrative Cinema. D'accord, ok. Voilà, donc sorti en 75, c'est un essai où en fait elle explique concrètement que le cinéma
américain, mais mondial en fait en général, comme ce sont surtout des hommes réalisateurs, des chefs-op masculins, etc. Du coup, c'est surtout un regard masculin qui est posé dans les films et que du coup, ça crée malheureusement plein de problèmes sur l'image de la femme. Donc c'est pour ça, si je vous dis à peu près la définition exacte, c'est critique du regard dominant qui participe au développement des représentations. Le regard dominant dans le cinéma et les séries, c'est masculin. Il a pour seul objectif de satisfaire le désir des hommes et plus largement, de la société patriarcale. Ah on revient à Marilyn Monroe. C'est ça. Film, Et donc, avec son objectif de satisfaire le désir des hommes, la caméra, du point de vue du male gaze, décortique les corps, en particulier les corps féminins, tandis que les personnages féminins sont des objets à désirer. Et voilà. Donc là, on se dit, ok, ça veut dire quoi tout ça? Et donc concrètement, au niveau des caméras, c'est-à-dire qu'on va avoir des bouts de fesses, des bouts de corps qui sont toujours à désirer. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir en tant que spectateur un regard de voyeur un peu. On la regarde à son insu. C'est imposé. Il n'y a pas de recherche derrière de pourquoi on voit ce corps. Tu vois, par exemple, dans ces substances, c'est pas du tout ça. Après, elle en joue vachement. Justement, elle, en fait, elle le dénonce en fait. Ouais, mais il y a une signification. Une signification du fait qu'on filme un corps qui est plus désiré, justement. Moi, pour donner peut-être un exemple un peu récent, quand j'ai vu The Brutalist, que j'ai adoré. Ah, j'ai vu The Brutalist aussi, que j'ai adoré aussi. Il y a par exemple un plan dans un bar où, pour introduire la scène de bar et le fait qu'on va aller à notre personnage, il filme une femme de dos et le filmer, par exemple, je dis n'importe quoi, son visage et ses épaules. On filme vraiment son plan au niveau des hanches. Pourquoi filmer ses hanches en fait? Pourquoi on filme la partie au niveau des fesses pour nous amener au personnage principal? Là, tu vois, c'est un vrai problème de male gaze. Et puis la scène de viol de. Ah, mais là, c'est une scène de viol. Perso principal. Ah ouais, mais là, c'est un homme. Du coup, ça marche moins. Oui, mais c'est filmé de loin. Donc, je sais pas. En fait, le problème du male gaze, c'est quand d'un coup, on va filmer pour. Je sais pas comment expliquer, mais je sais que c'est un peu compliqué. En fait, là, je voulais pas dire que c'était le male gaze, mais je voulais dire on filme un mec qui se fait violer par un autre mec, mais de loin. Alors que t'as des scènes de viol de femmes. Ah oui, c'est. Mais c'est tout un problème, les scènes de viol. Au cinéma, il y a tout un. Justement, moi, j'ai lu un film. Mais du coup, pardon, je te coupe, continue. Le livre qui est juste derrière vous, je l'ai lu. Donc, Iris Bray, de l'autre côté, voilà, le regard féminin. Il y a tout un chapitre sur. Publicité, attention, le film s'appelle de Iris Bray, Le regard féminin, une révolution à l'écran. Voilà. Si vous voulez vraiment savoir ce que c'est que le male gaze, comprendre ce que c'est, ce livre, il est intéressant. Il y a notamment tout un chapitre sur le viol, sur tous les films qui ont fait des scènes de viol où en fait c'est ultra problématique. Parce qu'on filme les femmes, même là encore, un peu dans un objet, dans cet objectif, de désir, en fait. De satisfaction. C'est un objet. Ouais, exactement. Alors qu'il y a d'autres films qui peuvent montrer, au contraire, des scènes de viol différemment ou montrer le côté problème. Du coup, parenthèse, on peut parler de La vie d'Adèle. Oui, La vie d'Adèle, c'est un gros problème, ce film. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai toujours pas lu. Parce que, en plus, les actrices l'ont reproché. Je l'ai vu. Je sais pas si je regrette, mais je l'ai vu. Donc, tu l'as vu, toi? Ouais, je l'ai vu aussi. Voilà. Ce film existe, mais bon. Moi, j'aime bien le film en tant que tel, mais moi aussi. c'est les problématiques qu'il y a eu autour avec le tournage, etc. Et même oui, parce que le scénario, il est bon. C'est pour ça que j'ai toujours pas vu le film. Moi, j'aime. C'est un film quand même qui est bien, qui est un peu hors les murs et tout, mais la réal et cette foutue scène là de sexe là, c'est. Surtout quand tu sais qu'après les actrices elles l'ont subi. C'est ça en fait le problème. Il les filmait partout. Il les filmait dans des moments intimes. Alors, il disait exprès pour vous mettre à l'aise, mais tu fais pas ça, quoi. Tu filmes pas une actrice, tu filmes pas ton actrice en train d'être aux toilettes. Ça, c'est tout un autre problème. Mais du coup, d'ailleurs, il y a eu les trucs là, actuellement là-dessus en France. Ils sont en train de faire toute une commission par rapport à tout ça. Ah oui, il n'y a pas un truc qui a été signé là où là, je crois qu'ils sont en train de signer, en tout cas, je sais. Ils en ont parlé, mais je ne me rappelle plus de tous les points. Mais oui, maintenant, il faut que... déjà, maintenant, les actrices, elles ont... Au niveau du montage, elles ont des droits de regard et de décision sur quelle scène, au niveau de leur corps, elles veulent... en tout cas, ils veulent le mettre en place. De fou. Avec tout ce qui est enfants aussi, ils veulent mettre en place pas mal de choses. Puis les gosses, c'est un autre... Par rapport aux scènes, par rapport justement à toutes les mineurs. Même, il y a des... Maintenant, sur les tournages, sur les scènes de sexe, il y a souvent des... Il y a des... intimité, des minces et coordinateurs voilà, d'intimité. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ça c'est bien aussi. Et d'ailleurs, je trouve que c'est un peu problématique en France pour le moment. Pour être coordinateur d'intimité, t'as pas vraiment de vraies études, je sais pas comment expliquer, mais de vraies formations reconnues. Contrairement aux États-Unis, c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont se former aux États-Unis. Bah oui, mais justement, j'ai trouvé ça
pas bizarre, mais parce que donc on en parle dans le podcast de Severance, parce qu'il y a des films donc de sexe. Ouais. Et donc on parlait d'une anecdote de Ben Stiller et il parle justement de cette personne, du coordinateur et tout. Et je me dis mais j'ai jamais entendu parler de ça. Ouais. Et Je oui, sais mais pas ce que c'est hyper c'est. récent. C'est en très France, récent. hein. Et du coup, mais du coup, c'est vraiment quelqu'un qui est vraiment, qui est juste témoin de. Alors, il est pas que témoin. Il va sur le plateau déjà pour s'assurer au moment des tournages de ces scènes-là que tout se passe bien, que voilà pour tout le monde. Elle s'assure aussi qu'il n'y a pas trop de techniciens sur le plateau à ce moment-là. Et non, surtout avant, elle lit les scénarios. Et parfois, elle va poser des questions au réal de est-ce que cette scène, elle est vraiment utile? Est-ce qu'elle a une telle importance vraiment dans ton scénario? Enfin, elle va vraiment poser les questions de est-ce que ces scènes d'intimité que t'imposes, des scènes de sexe, quoi, sont primordiales pour sa vision. Est-ce qu'elles sont vraiment primordiales pour le scénario du film? Donc non, c'est un vrai rôle, un vrai métier. C'est génial. Mais franchement, c'est trop bien. Et parce que le male gaze, on dirait pas, mais parce que même parfois, on va dire, du coup, male gaze, c'est que des hommes. Non, les femmes réalisatrices peuvent aussi, sans le savoir, faire du male gaze. Parce que c'est tellement une culture, c'est tellement des images qu'on nous met dans la tête et tout, dans la vie de tous les jours, que parfois on se rend même pas compte que nous-mêmes, on va en faire. Bien sûr. Donc, c'est pas que les hommes qui sont concernés par le male gaze, c'est aussi les femmes. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire sortir. Alors, il faut pas, comme tout, en faire un énorme truc, mais il faut savoir dire, bon, ben voilà, il y a des problèmes sur comment on va écrire un rôle féminin dans le cinéma, comment on va filmer après les femmes. Mais je pense que c'est aussi une question de déconstruction, quoi. Exactement. C'est comme on a tous grandi avec les films qu'on a vus. C'est dur de déconstruire, de se dire, bon, bah, la femme, c'est pas juste quelqu'un qui vit au travers d'un désir masculin parce qu'elle est amoureuse. Oui, c'est pas juste un corps, c'est... C'est ça. Bah moi j'avais Ah non, j'avais parlé du test, mais vas-y. Moi je parlais de parenthèse, mais par exemple Lara Croft, le jeu vidéo, c'est un total problème. qui a été créé par des mecs et qui lui ont fait un corps vraiment comme ils voulaient, avec les seins, c'était des triangles à l'époque, mais mais son personnage n'a pas vraiment changé. Elle est vraiment genre trop. Mais c'est trop comme bimbo. Et le film avec Angelina Jolie. À la base, moi j'adore ce personnage parce que justement c'est Lara Croft, c'est une meuf, elle fait des trucs vraiment badass et tout. Mais en fait, derrière, finalement, c'est un peu fantasme de mec, quoi. Mais t'as ça avec plein de trucs, hein. T'as les James Bond girls, on est connectés. Est-ce qu'on met Kill Bill dedans ou pas? Moi, Kill Bill, je l'ai mis badass, moi. Ok, Mais non, mais c'est sur d'autres films Tarantino plutôt qu'il y a des qui considèrent qu'il y a du male gaze sur d'autres films. Ouais. Mais même dans Pulp Fiction, un petit peu. Uma Thurman, elle a un rôle. Ça va, tu vois. Ouais, il est bien son rôle, mais c'est plutôt sur les plans lui. Ouais, les plans, ok. Pardon, du coup, si t'avais d'autres trucs. Non, et puis pour rebondir sur le côté Lara Croft et tout, moi je me rappelais qu'on m'avait parlé de l'affiche d'Avenger. Par rapport au fait que tu as donc comment elle s'appelle déjà, Scarlett Johansson dessus. Et je me rappelle à l'époque on m'avait dit par rapport au male gaze, si tu mets quand tu regardes l'affiche, en fait il y a elle qui a une position en fait ultra sexuelle et tout, enfin pas sexuelle mais en mode tu mettrais pas un homme dans cette position, cliché un peu, cliché. Et quand j'ai cherché l'affiche internet, je crois qu'elle n'existe plus, je crois qu'ils l'ont modifiée entre temps, mais j'ai retrouvé justement quelqu'un qui a mis l'affiche et qui à côté a dit si tous les hommes sur l'affiche, donc Thor, etc., prenaient la même pose qu'elle, parce qu'en fait, en gros, elle sur l'affiche à la base, elle est de dos, mais elle se retourne. Ce qui fait que ça met bien en avant ses fesses et ses seins. Voilà, on voit bien de profil ses fesses et ses seins. Et du coup, ils ont fait l'affiche version mec. Des gens, ils ont s'amusé à faire ça. Donc, du coup, c'est très ridicule. Très parce que tu vois les mecs un peu toutes leurs fesses bien mis en avant et tout aussi. Mais c'est bien, c'est que des femmes qu'on met dans ces poses-là, même sur les affiches et tout. Clairement, les affiches aussi. Donc, voilà. Donc, male gaze, voilà, c'est plutôt. Enfin, ça, c'est toute une histoire, mais c'est vraiment d'un point de vue plan, le fait que les femmes passent pour des objets plutôt que. Et puis, en fait, c'est chiant, mais parce que du coup, on peut faire encore. Enfin, je sais pas. Des rôles tu fais un cliché parce que c'est l'art, donc tu fais ce que tu veux. Oui. Mais en fait, ça continue à véhiculer encore l'image. Et c'est chiant, quoi. C'est typiquement dans l'amour ouf. L'amour ouf, il y a ça un peu. Bon, après, par contre, c'était un livre aussi à la base. C'est un livre à la base, ouais. Mais voilà, enfin, je veux dire, on met de l'argent. Enfin, je veux dire, les films sont financés et puis en fait, c'est encore des rôles tout le temps la même chose. C'est systémique, quoi. C'est toujours la femme toujours dans ce rôle, un peu cliché.
Oui, Mais- après, je pense qu'il faut pas arrêter de faire des comédies Non, romantiques. Ah bah ou, non, des non, trucs- non, là, mais vraiment, c'est t'as juste eu oui, l'amour une sur ce question- côté qui est génial, tu vois. Non, c'est mais- vraiment une question de déconstruction et de Ouais. réfléchir Oui, à oui. comment on veut montrer ces personnages, que Ouais. ce soit les personnages masculins ou les personnages féminins. Mais... Oui, il y a aussi, Mm. il y a aussi l'autre vers, masculinité toxique, où Ouais. il y a aussi des rôles pareils où les hommes pleurent plus dans les films. Ouais, il faut tout ça. plus ça, ouais, aussi. Dans Severance, voilà, C'est vrai. encore. En fait, c'est une histoire de tout et il faut Ouais. qu'on Ouais. ait des rôles féminins qui ressemblent moins aux stéréotypes, comme Ouais. aussi les hommes aussi. Ouais, quoi. faut nuancer. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. Mais et du coup, par rapport au male gaze, j'avais vu, enfin c'était il y a longtemps mais j'avais totalement oublié. Il y a le test de Bechdel. Alors pareil, c'est Test, ok. ouais. Et en fait, alors il faut pas prendre ce test comme pour juger tous les films. Il faut pas dire si tous les films du coup ne respectent pas ce test, bah du coup ils sont forcément sexistes. Ouais, C'est pas ok, ça ok, du tout. ok. Ce test à la base, il a été créé. Enfin voilà, faut pas en faire une dérive. Ce test, il a été créé justement pour sensibiliser au male gaze, à tout ça. Et en fait, c'est un simple test où il y a 3 critères pour un film à respecter pour passer ce test. Donc en gros, il faut que le film, il doit avoir au moins 2 personnages féminins identifiés avec un nom, que ces 2 personnages féminins doivent avoir une conversation toutes les deux, et que cette conversation ne tourne pas autour d'un homme. Et en fait, tu te rends compte quand tu fais test sur tous les films qu'on a vus, la plupart ne respectent pas du tout ce test. Donc voilà, il faut pas le prendre au pied de la lettre, mais c'est un test qui a été créé pour montrer que pour écrire des personnages, il faut mieux écrire les personnages. Enfin, voilà, mais oui. c'est Ah, mais faut voir tout, hein. Faut Ouais. tout revoir. Non, mais c'est clair. Mais ça bouge. Ça ouais, bouge. ça commence à bouger. Ça bouge de Ben, fou. Il y a j'avais vu des plein chiffres de du CNC. Il y a plein de femmes réalisatrices, voilà, qui commencent vraiment à peser, quoi. Enfin, bon, je remets mes chouchous, mais Coralie Farja et Jessica Legagné qui commencent vraiment à prendre du pouvoir, enfin, à peser autant que, je sais pas, un Tarantino ou un. Bon, elles sont plus jeunes, donc elles ont pas encore les carrières Scorsese ou quoi, mais non, mais ça commence bien. Mais moi, je les vois. Pour moi, c'est mes Tarantino et mes Kubrick à moi, tu vois. Donc t'as Kristen Stewart qui se lance, tu vois, dans la Kristen réalisation. Stewart, mais oui, qui a fait son film. T'as Eugène Johnny qui a déjà créé aussi, qui a déjà réalisé. Donc, ouais, non, en ça fait, commence. Et puis en fait, je pense qu'il y en a plus qu'on pense, mais c'est juste qu'on ne sait pas. Ouais. On sait pas. Donc ouais. Mais écoutez, je pense qu'on a déjà fait une bonne analyse et une bonne, comment dire, un bon débat. On a appris plein de choses. Ouais. Et merci à vous deux. Je sais pas si tu voulais. T'avais encore des trucs. Oh non, c'est bon, c'est fini. Enfin, voilà, je conseille vraiment juste les gens de lire eux-mêmes des trucs parce que c'est une théorie. De toute façon, on pourrait faire un débat encore de 1000 personnes. Il y a encore 1000 personnes à parler. Mais voilà. Mais il y a même aussi Jennifer Lawrence qui, elle, j'adore. Elle se prive pas. De tout ça, vous savez, il y avait Jack Nicholson qui était venu lui parler et qui lui avait dit un truc de merde, je sais pas quoi. Attends, moi j'ai pas la ref. Il lui avait dit quoi? Je sais plus quoi, mais en fait, il lui avait parlé super proche et un peu sans. Tu vois sa réaction, elle après. Un peu elle était là, genre. Oh là là, c'est gênant, genre merde, quoi, un vieux mec. Pourtant, Jack Nicholson, en fait, elle s'en fout que ce soit Jack Nicholson ou un vieux mec dans la rue. Elle juste, ça lui a pas dire ce qu'elle pense. Ouais, c'est ça, ça lui a pas plu et voilà. Donc, bref, on est reparti, mais voilà. Mais du coup, merci beaucoup à vous deux. Et, merci à toi. Et puis voilà, faut parler, faut se montrer. On est là, on est légitime, on a les compétences et il faut faire de l'art parce qu'on a besoin, quoi. On a besoin de plus de femmes d'actrices et tout. Ouais, donc, c'est ça. Je sais pas si tu voulais. Non, j'ai une petite phrase de fin si vous voulez pour boucler la boucle. Petite phrase de fin, ouais. Bah, je voulais, on peut finir sur une citation d'Alice Guy. Citation d'Alice Guy, vas-y. Qui a juste tout simplement dit tournez, mesdames. Voilà. Wow. C'est bien de finir sur ça. Ouais, c'est génial. Voilà. Et puis, du coup, nous, Podcatastrophe, on est sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à suivre. Il y aura plein d'autres sujets. La série In Cinema We Trust n'est pas finie. Ouais. On a le podcast Severance qui est sorti. Et voilà. Donc, merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Gros bisous.